La démocratie représentative est-elle le pire des régimes? Je m'étends un peu sur le sujet dès mon introduction, mais en préambule, je voudrais vous proposer ce texte de Monseigneur le Comte de Paris, qu'il a écrit le 4 avril 2017, donc peu de temps avant le premier tour de l'élection présidentielle. Ce texte s'appelle « Aujourd'hui, le principe de légitimité du pouvoir demeure introuvable ». Je vous lis le texte. Un pouvoir politique qui ne se situe pas dans un mouvement historique, culturel et spirituel, qui ne parvient pas à intégrer dans ses évolutions nécessaires l'expérience transmise, est un pouvoir fragile, qui ne bénéficie que d'une adhésion volatile. Et cette double fragilité présente une menace pour la société qu'il a pour mission de servir. Nous voici placés devant la question, ancienne et toujours actuelle, de la légitimité. Cette question n'est pas théorique, ce n'est pas une abstraction. Dans notre monde, nombre de crises et de tragédies s'expliquent par le fait que le principe de légitimité du pouvoir demeure introuvable, ou demeure trop ambigu pour constituer un facteur de paix civile et d'unité. Alors l'instabilité s'installe et l'aspiration aux solutions autoritaires, de droite comme de gauche, paraît en effet représenter le seul recours ô combien illusoire et meurtrier. Lorsque le pouvoir suprême n'incarne pas, ne représente pas le pays entier, une absence de légitimité est forcément ressentie par la part qui se sent exclue, par la partie qui se sent exclue. Le bien général ne sera pas défendu. L'état de droit ne sera pas garanti et la médiation, qui est la première condition de la justice, n'existera pas. La démocratie, si justifiée soit-elle, demeure le régime politique le plus difficile à établir parce que précaire. Ainsi va-t-il des majorités présidentielles de la Ve République qui n'ont jamais dépassé, en valeur réelle, 45% de la totalité du corps électoral français. Nous faisons en France la cruelle expérience de cet état de fait. Il ne suffit pas de proclamer les droits de l'homme pour qu'ils soient effectivement respectés. Il ne suffit pas d'affirmer l'immortalité de quelques grands principes pour assurer à l'État la continuité de son action. Pour que les droits de l'homme existent, il faut un garant qui ne soit pas partie prenante aux forces politiques et sociales, toujours prête à redéfinir les règles en accord avec les intérêts du moment ou du plus fort. Pour que l'unité soit maintenue, il faut dans notre pays un lieu où chaque citoyen, riche ou pauvre, du nord ou du sud, se trouve représenté et puisse s'identifier dans une personne ayant capacité à défendre ses intérêts. Pour qu'il y ait continuité, il faut, pour l'exprimer et l'incarner, un homme placé au-delà des affrontements afin justement que l'alternance démocratique puisse jouer et que les règles du jeu soient pleinement respectées. La médiation assurée par un pouvoir indépendant est nécessaire. À toute vie sociale, elle constitue au sens propre, est nécessaire à toute vie sociale. Elle constitue au sens propre la règle du jeu. Prenons n'importe quel jeu, cartes, échecs, rugby, basket ou autre chose, deux partenaires ou en équipe. La liberté de manœuvre de chaque joueur s'inscrit nécessairement dans une règle indéformable et irréformable par l'un d'eux, et extérieure à tous, sans laquelle le jeu sombrerait dans l'affrontement violent. De même, une société libre a besoin pour vivre d'une règle extérieure à elle-même, dont la dimension lui soit une dynamique exaltante par son accomplissement, et d'un arbitre qui la fasse prévaloir sur la volonté du plus fort. De même est-il nécessaire que cet arbitre ne soit pas juge et partie à la fois, n'émanant ni d'un camp ni d'un autre. C'est bien là ce qui nous manque, puisque la légitimité des hommes d'État est l'objet d'une perpétuelle suspicion qui compromet leur action. C'est bien là ce que nous cherchons, puisque les discours que nous entendons un peu partout sont remplis d'invocations à la légitimité, à l'arbitrage, à la continuité, à l'unité, sans que jamais la victoire de l'un ou de l'autre parvienne à en donner une traduction concrète et complète. Voilà. C'est ce texte que je voulais vous lire en introduction, qui est beaucoup basé sur la légitimité, mais qui je pense, est une bonne introduction à cette question de la démocratie représentative, qui est le régime dans lequel l'on vit. Le 22 juin 1789, les États généraux, avec pour mandat de rétablir les finances du royaume, se déclarent assemblée constituante, c'est le fameux serment du jeu de paume. Pour la première fois, dans la démocratie moderne, des représentants, avec tous les guillemets qui conviennent, outrepassent les limites de leur mandat, en opposition avec tous les principes dont ils se revendiquent pourtant. C'est sur cette supercherie que se fonde toute notre histoire politique moderne.
Selon le mot de Churchill, la démocratie est le pire des régimes, à l'exclusion de tous les autres. Selon le mot d'Anatole France, au soir du 6 février 1934, la République gouverne mal, mais elle se défend bien. On pourrait croire en première approximation que la question du régime en France ne se pose pas. En effet, comment pourrait-on remettre en cause le système républicain et la démocratie qui est étroitement liée? En tout cas dans notre imaginaire collectif. Jean-Luc Mélenchon ne cesse de nous parler de la 6e République, parce que la 5e, ça ne fonctionne plus. Alors, la 6e, faut-elle qu'elle soit plus présidentielle, comme la 2e, plus parlementaire, comme la 3e et la 4e? Finalement, comme dirait Laurent Ruquier, on a tout essayé. Et puis, finalement, il n'y a rien qui marche. Mais refuser la démocratie, c'est être pour la dictature. Fermez le banc. Pas de discussion. La légitimité du régime démocratique et républicain ne saurait être remise en cause. Et d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent tous les pays européens. On entend régulièrement ce genre d'assertion. Pourtant, il y a 2 remarques à faire. La première, c'est qu'en Europe, il existe à la fois des régimes républicains, je reviendrai plus tard sur ce mot, et des monarchies. Alors même si pour la plupart d'entre elles, ou la quasi-exclusivité d'entre elles, elles sont constitutionnelles, et qu'on a une forme de démocratie, sous la forme d'un régime parlementaire, on voit que démocratie et république ne sont pas exactement la même chose, ce sont bien 2 notions distinctes. Par ailleurs, on connaît dans l'histoire la République de Venise, la République de Gênes, qui est en fait des aristocraties marchandes. Pour ne pas utiliser le terme d'oligarchie, on y reviendra aussi. La deuxième remarque qu'on pourrait faire, c'est que plutôt que de parler de démocratie, la véritable aspiration des peuples, est-ce que ce ne serait pas plutôt la liberté? Il suffit de penser à ça, pour ça, à la grande époque des démocraties populaires du bloc soviétique. On parlait de démocratie populaire. Tout est dit. Il s'agit là de la véritable liberté, celle qui est issue de la vérité. Il y a donc dans le postulat de démocratie et de république 2 erreurs qui montrent à quel point la question de la légitimité du pouvoir repose sur des fondamentaux plus profonds qu'il n'y paraît, et que la question du mode d'organisation du gouvernement, de sa désignation et de sa représentativité mérite qu'on s'y arrête un peu plus. C'est l'objet de notre conférence de ce soir. Donc, je vous propose d'étudier ensemble quelques exemples de démocratie à travers l'histoire et jusqu'à nos jours. Ensuite, on regardera un peu plus attentivement le cas français depuis la Révolution française et puis notamment la Constitution de 58, la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. On essaiera d'en tirer des modèles, des analyses, à partir de ce que les philosophes du passé ont pu donner. Et puis, ma proposition, c'est de vous faire une proposition pour ce soir. Donc commençons par regarder les cas de démocratie directe. La première d'entre elles, voilà, la démocratie athénienne. Alors, quand on parle de démocratie grecque, évidemment, effectivement, c'est bien de l'organisation de la politique de la cité d'Athènes entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ dont on parle, en particulier à l'époque du 5e siècle, le siècle de Périclès, qui est l'époque classique, le siècle d'or. Donc Athènes compte environ 300 000 habitants, et seulement 40 000 d'entre eux sont des citoyens, participent à la démocratie. C'est une véritable démocratie directe, qui, contrairement à nos démocraties modernes, qui, à l'exception de la Suisse, sont des démocraties représentatives. Donc les citoyens sont des hommes libres de plus de 18 ans, dont les parents sont tous les 2 athéniens, qui ont fait leur service militaire de 2 ans. Tiens, service militaire, citoyenneté. Il n'y a pas de notion de suffrage censitaire. À l'époque de la démocratie athénienne, entre guillemets, tout le monde vote, tout le monde est apte à voter dès lors qu'il répond aux critères que je viens d'énoncer. Et les femmes aussi, là, ou pas? Non, les hommes. Je parle que des hommes. Quelle que soit sa condition, on participe à la démocratie. Donc le peuple a été recomposé au VIe siècle justement en 10 tribus qui ont des territoires qui sont un petit peu, qui ne sont pas contigus les uns avec les autres à travers la Grèce. Ces 10 tribus permettent de sortir ce qu'on appelle la boulet, qui est composé de 500 membres. Et en fait, dans chaque tribu, on tire au sort 50 personnes
pour une durée d'un mandat de 1 an. C'est ceux qui s'occupent des aspects administratifs. Ensuite, parallèlement à ça, on tire au sort aussi dans chaque tribu 600 personnes qui composeront le l'ailier, qui est ici, et qui est ce qu'on appelle le tribunal d'appel, et qui vérifie aussi la conformité des lois. L'ensemble des tribus, des membres des tribus, des citoyens grecs, athéniens, composent l'ecclésia, donc l'assemblée des citoyens, qui délibérait à la majorité absolue, qui s'occupait de décider des lois, du budget, des impôts, de l'organisation de la cité et des relations avec l'extérieur, autrement dit la guerre. À l'époque, c'est plus simple de dire comme ça. Donc c'est la fameuse réunion sur l'agora. Cette ecclésia va élire pour 1 an 10 stratèges qui sont choisis parmi des gens qui ont les compétences. Les stratèges sont les chefs des régiments des hoplites. Ils sont élus pour 1 an, et Périclès sera élu 15 fois de suite. Ensuite, par tirage au sort, on désigne 9 archontes, qui eux sont tirés au sort parmi des volontaires, qui sont les citoyens les plus riches. Leur rôle, c'est d'exécuter exactement les décisions de l'ecclésia. Ils n'ont pas d'action propre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure du temps, les stratèges vont prendre l'ascendant sur les archontes, créant une forme de nouvelle aristocratie. Donc, en plus du tribunal de l'ailier dont je parlais tout à l'heure, il y a un tribunal qui est hérité de l'époque antérieure au VIe siècle, qui était une époque plutôt oligarchique, et qui s'appelle l'aréopage, en lui référence au lieu où ils se réunissaient, et donc qui s'occupe de tout, qui est aussi un tribunal. Donc évidemment, les décisions de l'aéropage sont toujours, on peut toujours en appeler à l'ailier pour les contester. Cela étant, bon, ça a l'air d'être un système parfait, tout le monde vante toujours les mérites de la démocratie athénienne. Bon, c'est quand même la démocratie athénienne qui a condamné Socrate à mort. C'était peut-être légitime, j'en sais rien. Un épisode qui est moins connu, c'est l'épisode de Thémistocle, qui avait été donc ostracisé, puisque les ostrakas, qui servaient à prendre les décisions, on s'est rendu compte, les archéologues se sont rendus compte en les étudiant, que finalement, parmi les 40 000 membres en théorie de l'Ecclésia, ce qui avait permis d'obtenir la majorité avait été écrit en fait en tout et pour tout par une quinzaine de personnes. Ils ont réussi à recouper les informations. Et donc, bon, grosso modo, il y avait quand même une certaine indifférence, il y avait beaucoup de difficultés à faire participer tous les citoyens. Donc c'est quand même pas un système idéal, mais c'est un système intéressant. Malgré tout, je pense que c'est important de souligner avec Étienne Chouard qu'en 200 ans de démocratie athénienne, c'est quand même globalement plutôt les citoyens les plus modestes qui ont pris les décisions, qui ont gouverné Athènes. Alors que si on prend le cas de la France, en 200 ans de démocratie française, on a plutôt eu les riches qui ont gouverné. Je propose maintenant de regarder le cas de la République des Escartons, puisqu'on est quand même bien concerné, on est dans la région. La République des Escartons, donc, qui a duré du 29 mai 1343 au 4 août 1789, pour la partie française. Oui, c'est écrit petit, je suis désolé. Vaut mieux regarder là, mais c'est autour de Briançon, là c'est une carte un peu détaillée qui donne les limites du territoire à gauche, à l'ouest, avec la Durance, on a la Grave qui est ici, le Dauphiné, on a l'Embrunais qui est ici, la Barcelonnette, et puis au nord on a la Maurienne qui est là, donc les monts de la Maurienne, on a Modane ici, Valoir, pour se donner un petit peu, on a Briançon qui est à peu près au milieu, puisque c'était les escartons du Briançonnais historique. Et puis donc à l'est on a l'Italie, une partie du Piémont, enfin avec le Piémont en limite droite, comme on dit l'armée. Et puis donc cette région qui s'est ajoutée ensuite le Castel Delfino, donc le château du Dauphin. Le bec du Dauphin, pardon. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette République des Escartons? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les habitants du Briançonnais ont obtenu de leur dauphin, Humbert II, du Fiénois, une charte, la charte des Escartons, à travers laquelle était codifié un ensemble d'us et coutumes qui étaient diverses, dans lesquelles se retrouvaient les uns et les autres, et simplifier l'ensemble de tous les impôts qu'ils devaient en un seul impôt qui était dû à la chandeleur et qui était d'une valeur de 4000 ducats,
Voilà, donc le 29 mai 1300, ils ont fait ça le 29 mai 1343. Et donc ça se répartissait entre les différents escartons, hein. Alors on en a 5, mais à l'origine il n'y avait pas le petit dernier, hein, qui existait. Il faut savoir que les Briançonnais, les habitants de ces escartons, ont fait reconnaître ensuite la validité de la charte par tous les successeurs d'Humbert II. Et vous savez que les successeurs d'Humbert II, ce sont les dauphins du roi de France, hein, le fils aîné du roi de France, qui avait, lorsqu'il y a eu la cession du Dauphiné à la France, le fils aîné a pris le titre de dauphin, donc il était responsable, gouverneur du Dauphiné. Et donc tous les rois de France, jusqu'à Louis XVI, enfin tous les futurs rois de France, jusqu'à Louis XVI, ont reconnu la charte de la République des Escartons. Donc les habitants avaient le statut de francs-bourgeois, ils étaient exemptés de services féodal, en échange de la rente dont je parlais plus haut. Ils pouvaient détenir un fief, et ils rendaient quand même un hommage au dauphin en l'embrassant sur le dos de la main, et non au pouce. Ce qui montrait justement qu'il n'était plus... l'allégeance ne se faisait plus de la même manière. Il faut noter que les habitants des Escartons avaient le droit de porter une arme. Là encore, hein, on voit le lien étroit qu'il peut y avoir. Et en fait, les impôts, à l'origine, étaient répartis entre les 4 provinces, entre les 4 escartons, hein, puisque escarton, c'est un mot qui vient du dauphinois, et qui vient du latin, du latin ex quartonare, divisé en 4, réparti en 4. Donc les communes s'organisaient en pharanges, c'est-à-dire des communes affranchies, et donc les villageois s'organisaient pour décider ensemble comment organiser le village, comment payer l'impôt, comment organiser tout ce qui s'agissait la terre, les moulins, les droits d'eau, les fours, l'école, etc. Et c'est un système qui était assez proche de ce qui se pratiquait dans d'autres régions d'Europe, en particulier en Frise. Et je vais y venir après avec le cas de la Suisse, ce qui est assez proche des Landsgemeinde suisses. Hein. Donc ça, assez paradoxalement, il faut savoir que grâce à ce système-là, le niveau de développement intellectuel et culturel était très élevé donc, dans cette région des Escartons, dans cette République des Escartons, puisque plus de 9 habitants sur 10 savaient lire et écrire au moment de la Révolution française. On était un peu en dessous au niveau national, j'allais dire, au niveau du Royaume de France, excusez-moi. Nous sommes enfants de notre temps. Il faut savoir d'ailleurs que la profession la plus répandue à l'époque, c'était professeur à domicile. Professeur à domicile. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu la fameuse nuit du 4 août 1789, où on a aboli tous les privilèges, y compris celui-ci, alors que finalement, d'une certaine manière, cette République des Escartons aurait dû être un modèle du genre pour la Révolution française. Eh bien non, la Révolution française a aboli la République des Escartons, qui pourtant avait été depuis 400 ans entretenue, conservée par le Royaume de France. On voit encore hein, la nuance entre république, démocratie, etc. Toutes ces notions ne sont pas aussi mélangées qu'elles en ont l'air. En tout cas, pas aussi mélangées qu'on voudrait bien nous faire croire. Je vous propose maintenant de parler du cas de la Suisse. Alors là, je vais avoir deux parties. Donc c'est l'organisation de la Suisse. Il faut savoir qu'il y a les niveaux communaux, cantonaux, fédéraux. Et là, ce qui se passe au niveau communal et cantonal, on le retrouve aussi dans un certain nombre d'États américains, en fait la quasi-totalité des États américains, sauf le Delaware. Delaware qui est le paradis fiscal américain, voilà, ou à domicile, exactement, merci. Donc la Suisse s'est créée autour de 3 cantons, hein, Uri, Schwyz et Nidwald. Donc c'est organisé dès le départ en démocratie, et ça avec un système de démocratie directe. Donc ce qu'on appelait le Landsgemeinde. Ce Landsgemeinde a perduré jusqu'au 19e siècle dans 9 cantons, et il y a encore 2 cantons aujourd'hui qui pratiquent le Landsgemeinde, c'est l'Appenzell et le Glaris. Et c'est assez proche de ce qui se pratiquait dans la République des Escartons, ce qui est normal, hein, c'est apparu à peu près à la même période.
Une fois par an, donc l'ensemble des habitants du canton, quand on est au niveau cantonal, ou de la commune, quand on est au niveau communal, se réunissent sur la place du chef-lieu ou sur la place du village et élisent à main levée le président du Landsgemeinde, le président du gouvernement, le gouvernement, les représentants du canton au Conseil d'État, ici, au Conseil d'État, les juges et un certain nombre de fonctionnaires. Pour tout ce qui est votation, ça peut fonctionner de la même manière. Et ensuite, dans le cas de ce Landsgemeinde, les citoyens votent les aspects budgétaires, fiscaux, les aspects organisationnels du canton, etc., en direct. En Suisse aussi, les citoyens sont armés. Si je regarde au niveau fédéral maintenant, c'est ce que j'ai ici, donc tous les 4, on élit au niveau cantonal. Alors là, chaque canton choisit le mode de scrutin qui lui convient, donc ça peut être la majorité, donc proportionnel, majoritaire relatif. Alors le majoritaire, enfin c'est pas le terme exact, c'est en fait on établit, ça ressemble un petit peu à notre façon d'élire les maires et les conseillers municipaux en France. C'est un mode un peu particulier. Et puis le quatrième cas, c'est le cas du Landsgemeinde. Donc 200 membres au Conseil national, 46 au Conseil d'État, ce qui représente un peu les sénateurs. Cet ensemble de choses, là, Conseil d'État et Conseil national, représentent l'Assemblée fédérale. Parallèlement, ils élisent 7 membres du Conseil fédéral, et le Conseil fédéral, c'est l'instance gouvernementale de la Suisse. Il n'y a que 7 conseillers fédéraux en Suisse. Il n'y a que 7 membres du gouvernement, 7 ministres en Suisse, c'est tout. Et donc ils sont élus ou réélus tous les 4 ans. Il n'y a eu que 3 cas de non-réélection de conseillers fédéraux, puisqu'ils sont élus. Ils sont élus jusqu'à tant qu'on les réélit ou qu'ils démissionnent ou décèdent. Il n'y a eu que 3 cas de non-réélection, je crois, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire qu'ils n'ont quand même pas beaucoup de pouvoir de nuisance, contrairement à nos ministres. Voilà, j'ai fini de dire... Non, j'ai pas fini de dire du mal, mais je vais continuer quand même. Alors en Suisse, comme en France, le pouvoir exécutif échappe relativement aux citoyens. Néanmoins, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y avait le président de la Confédération qui était élu parmi les 7 membres du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale, de forme parlementaire. Néanmoins, au niveau cantonal, comme je l'ai dit, les Suisses ont le pouvoir financier. C'est les Suisses qui décident des impôts et du budget. C'est un système qui n'a pas été conservé au niveau fédéral, ce qu'on peut regretter. Ensuite, vous savez que les Suisses ont des votations régulières, des référendums. Ça peut concerner tous les sujets qui concernent la politique fédérale. Parce que malgré tout, le Conseil fédéral a quand même des capacités d'autonomie. Mais donc, il faut savoir que les citoyens suisses ont le droit de veto sur les décisions du Conseil fédéral par le biais d'initiatives populaires. Donc, alors, c'est une initiative populaire, c'est pas tout à fait la même chose que la pétition. Il y a une petite nuance, mais bon, disons pétition pour nous simplifier la vie. 50 000 signatures réunies dans un espace-temps de 100 jours. Et le Conseil fédéral est obligé de prendre en compte, l'initiative populaire et de soumettre à votation. Et ensuite, il est obligé d'appliquer le résultat de la votation. Qu'il ait fait campagne pour ou contre. Et il n'a pas le droit de mettre sa démission dans la balance. Ils sont bons, ces Suisses. Au niveau législatif, donc les citoyens suisses ont cette initiative, ont aussi ce principe de droit de veto par le biais de l'initiative populaire, selon les mêmes modalités. Le Conseil fédéral doit organiser une votation et mettre en application ce qui a été décidé. Les citoyens ont la possibilité d'être à l'initiative des lois. C'est-à-dire que si on décide, là on n'est pas assez nombreux, il faudrait qu'on soit 100 000, mais on pourrait là à 100 000 décider, tiens, on va demander à ce que telle loi soit soumise à votation, initiative populaire. Donc là on a 18 mois pour réunir les 100 000 signatures.
C'est le cas aussi quand il y a des demandes, quand il y a des réformes constitutionnelles et qu'il y a une autre initiative populaire pour s'opposer ou demander une évolution de la Constitution. 100 000 personnes, pardon, et 18 mois, et ensuite votation selon les mêmes mécanismes. Donc comme je l'ai dit, hein, le Conseil fédéral est obligé d'appliquer le résultat. Hein, je pense qu'en France, en 2005, quand les Français ont voté contre le référendum constituant l'Union européenne, et ben, le gouvernement, tous les gouvernements qui sont succédés, ont bel et bien pris en compte cette décision. Hein. Non, j'ai dit une connerie. D'accord. Il faut savoir qu'en Suisse, en 40 ans, les Suisses ont été consultés par la voie de la votation à l'occasion 215 fois en 40 ans. En France, on a été convoqué à des référendums 11 fois en 55 ans, dont 4 ou 5 fois sous De Gaulle. Donc les successeurs n'ont pas été hyper performants. D'ailleurs, je crois que le successeur du dernier qui a organisé un référendum en 2005 a dit qu'il ne fallait plus utiliser les référendums parce que vraiment le peuple ne votait pas correctement. Voilà. Solzhenitsyn qui avait assisté, c'est une anecdote, Solzhenitsyn a assisté à un Landsgemeinde en Suisse et il était resté subjugué par ce qu'il avait vu puisque donc il en parle dans Le grain tombé entre les meules et il parle de ce président du conseil cantonal qui est réélu quasi soviétiquement. Et ensuite, toutes les propositions de réforme qu'il fait sont toutes systématiquement refusées par les citoyens. Et ça l'a subjugué, on peut le comprendre. Ce que je voudrais faire, c'est une petite mention spéciale pour Liechtenstein, dont on parle peu évidemment, puisque c'est une véritable monarchie, hein, le prince gouverne, et malgré tout, il y a un parlement élu, et il y a une forme de démocratie directe qui s'exerce avec un droit de veto assez proche de ce qui se passe en Suisse. Il y aurait des choses à redire, bien sûr, hein, mais voilà, je le donne pour la suite. Donc ce que je vous propose maintenant, qu'on a regardé ce qui s'est passé à travers l'histoire, hein, la démocratie athénienne, la République des Escartons, ou ce qui se passe en Suisse, donc il ne faut pas m'accuser de ne faire que de ne vivre dans le passé, puisque les Suisses vivent bien notre époque, je ne me trompe pas. Je vous propose de regarder ce qui se passe au niveau de la démocratie française, enfin de la République française, enfin je ne sais pas comment l'appeler, en France. Je vous parlais des constitutions. Joseph de Maistre disait que une constitution, c'est un mode d'organisation politique pour un peuple, à un moment donné, à un endroit donné, pour une durée donnée. Et c'est tout. Et ça n'est valable qu'en ce lieu et en ce temps précis. En France, aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'appelle Étienne Schwartz, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, je vais en reparler, j'en reparlerai encore à plusieurs occasions, parce que c'est quelqu'un de très intéressant. Je ne partage pas forcément tout, mais je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. Lui, il invite tous les Français à s'exercer à la constitutionnalisation, à écrire des constitutions, à s'entraîner régulièrement. Il organise des ateliers constituants, d'ailleurs. Son idée, c'est qu'il faut que tout le monde s'intéresse à cette constitution. C'est quelque chose d'important. Parce que, en fait, si on laisse les spécialistes s'occuper de constitution, les spécialistes vont s'organiser pour qu'on ne s'en occupe pas, pour qu'on ne s'occupe pas de ce qui nous regarde. Hein, ils vont faire en sorte que ils se débrouillent entre eux et que vraiment on ne vienne pas les ennuyer. Hein. Je vous invite à aller voir, il y a un site qui s'appelle lemessage.org, dont l'entête est « Nous voulons une assemblée constituante démocratique, donc tirée au sort ». Je reviendrai à plusieurs occasions sur cet aspect de tirage au sort. Donc, je vous disais, la Constitution, si on laisse les spécialistes s'occuper de ça entre eux, ils vont faire les choses comme ils veulent, comme ils l'entendent. La Constitution de la Ve République, évidemment, n'a pas échappé à cette règle. Hein. On a pu la voter par référendum. En fait, c'était plus un plébiscite bonapartiste qu'autre chose, mais bon, au moins, il y a quand même eu ce référendum, qui a quand même un peu le mérite d'exister. Mais notons au passage qu'en 1958, De Gaulle est élu par 80 000 grands électeurs. D'accord ? À cette époque, le président n'est pas encore élu au suffrage universel direct. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, on se méfie beaucoup du suffrage universel direct, puisque on a le souvenir de la Seconde République, la Deuxième République plus exactement, qui avait vu l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, dont chacun sait ici qu'il est devenu par la suite Napoléon III, empereur des Français.
Il y avait aussi, voilà, c'est ce que je voulais, c'est sur quoi, alors je parlais pas de Poujade, mais en 58, quand De Gaulle revient, c'est quand même aussi grâce à la pression des militaires en Algérie, dont les militaires qui seront bien remerciés de leur soutien, et pas que. Donc j'ai évoqué le souvenir à la Deuxième République, la petite Deuxième République, elle a duré que, allez, on va dire 4 ans, 3-4 ans, mais en fait, aujourd'hui on est à la 5e, on parle de 6e avec Mélenchon, il y en a aussi une première, une troisième, une quatrième. Donc c'est un petit peu l'histoire de nos 5 républiques et de notre histoire depuis 1700. Alors 80 en fait, plus exactement 1789, hein, c'est là où ça commence. Donc la première république, il n'y a pas de première république formelle comme on a la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. C'est une république qui a existé finalement à travers plusieurs constitutions, donc qui sont énumérées ici. La constitution de l'an 1 en 1793, constitution de l'an 3, de l'an 8, de l'an 10, et je vais m'arrêter là, pour les différentes constitutions, puisque donc l'an 3 c'est celle du directoire, l'an 8 celle du consulat décennal, hein, parce que d'abord quand Bonaparte prend le pouvoir, il est consul pour 10 ans, puis bon comme 10 ans c'est court, hein, donc en 10 il devient consul à vie. Bon après il met tout ça par terre, hein, il devient empereur. On a vu la constitution la constitution de 1791, celle où le roi avait droit de veto, hein, qu'il a toujours strictement appliqué, que Louis XVI a toujours strictement appliqué, et d'ailleurs on le lui a reproché. Hein, c'était un des arguments pour lui couper la tête. C'est vrai qu'en démocratie représentative, comme on avait l'habitude à l'époque, on était très attaché au respect des formes. Donc, on a ensuite la constitution de l'Empire, la constitution de l'an 12. Ensuite, on a la Restauration avec la charte constitutionnelle octroyée par Louis XVIII en 1814, qui aura, 1814, qui, après l'épisode des 100 jours en 1815, la seconde Restauration, il y aura une adjonction. En 1830, on a la monarchie de Juillet, avec la charte de 1830. 1848, je l'évoquais, la Deuxième République. Donc la Deuxième République, ça va se passer en 3 temps. Première constitution en 1848 avec un président élu pour 4 ans, donc c'est un système présidentiel. Le président est élu pour 4 ans, pour un seul mandat, non renouvelable donc. Ça a été modifié par la constitution de 1852 après le coup d'État du 2 décembre 1851, puisque Louis-Napoléon Bonaparte trouvait que c'était un peu court, 4 ans, donc il avait changé en 10 ans. Et puis il s'est dit non, finalement c'est vraiment trop court, je vais devenir empereur, et donc il a fait le deuxième coup d'État, le 2 décembre 1852. Ce qui donne naissance au Second Empire. Ensuite, la Troisième République qui naît dans la confusion en 1870, hein, et que Thiers baptisera allègrement dans le sang des communards. Mais c'est seulement en 1875 qu'on aura les lois constitutionnelles qui vont donner le cadre légal à la Troisième République. On aura ensuite donc le régime de Vichy avec ses actes constitutionnels. En 1946, on a la 4e République qui reçoit aussi une constitution, et plus la 5e. Ça nous fait un total de 14 constitutions. Alors j'inclus les chartes, les lois constitutionnelles, les actes, etc., etc. Donc, compte tenu de notre immense spécialisation, c'est bien normal qu'on ait demandé à un Français d'écrire la constitution de l'Union européenne. D'ailleurs, il faut noter que les Anglais refusaient le principe du mot constitution, hein, parce que pour eux, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et les Allemands qui utilisent le terme alors je ne me souviens plus du terme allemand, mais ça veut dire loi fondamentale. Je donne la traduction directe, puisque je ne me souviens plus du mot allemand. Ça les chagrinait un petit peu aussi. Mais bon, pour nous, Français, c'était la Constitution que nous avons refusée, et d'ailleurs, nos politiques l'ont appliquée. On voit bien à quel point Joseph de Maistre pouvait avoir raison quand on voit tout ça. Ça me fait penser à un épisode du film Le Professionnel de Loebner, où sur la fin, là, on a Belmondo qui est sur le point d'exécuter le président Njala. Et le président Njala qui lui dit comment il vous aura fallu 3 révolutions et 5 républiques pour arriver à une caricature de démocratie, et vous voudriez que j'y arrive du premier coup. Tout est dit. Enfin, c'est du Audiard, forcément.
Alors, il faut noter quand même que le cas de la France est un cas un peu particulier dans les régimes, dans les systèmes occidentaux modernes. En fait, dans les systèmes occidentaux modernes, on a deux cas principalement, les régimes parlementaires et les régimes présidentiels. Donc, l'Allemagne, l'Italie, mais aussi la Belgique ou l'Espagne, ce sont des régimes parlementaires. Alors, la Belgique et l'Espagne sont des monarchies parlementaires, ce sont des régimes parlementaires quand même. Donc dans le régime parlementaire, c'est le Parlement qui domine. Donc on a un système multiparti avec des coalitions pour former un gouvernement. Donc le cas anglais est un peu particulier parce que c'est une monarchie parlementaire mais avec un système biparti. C'est lié à leur système de scrutin en fait, puisque c'est un scrutin exclusivement majoritaire à un tour. Donc je reviens sur les autres régimes parlementaires où c'est des régimes où ce sont des scrutins proportionnels et donc on décide à la majorité de qui devient le chef du gouvernement, qui forme une coalition plus ou moins solide. C'est ce que nous on avait à l'époque de la 3e et de la 4e République qui ont fort bien fonctionné puisqu'on avait des gouvernements qui changeaient tous les 6 mois. Donc ça allait bien. Moi ils faisaient moins longtemps du mal finalement. Mais bon, comme c'était la République des frères en même temps. Ils étaient quand même tous un peu cul et chemise, si vous permettez l'expression. Dans ce système-là, le président a un rôle protocolaire. De Gaulle disait il inaugure les chrysanthèmes. Et c'est donc le Premier ministre qui gouverne. Aux États-Unis, c'est le cas particulier du régime présidentiel. Donc là, c'est un bipartisme, principalement. Je sais qu'il y a plus que 2 partis aux États-Unis. Sauf que là, ils sont bien organisés aux États-Unis, puisque ceux qui font moins de 15% des voix, ils n'ont pas le droit d'accès aux médias. Au moins, comme ça évite la contestation. Donc, un système bipartisan, avec un gouvernement homogène, un président élu, un gouvernement homogène, un scrutin majoritaire, le scrutin des grands électeurs aux États-Unis. Ce qu'on connaissait en France sous la Deuxième République, le système des grands électeurs en moins, puisque en 1848, 7,5 millions de scrutins sont directement portés sur Louis-Napoléon Bonaparte. Et dans un tel système, c'est le président qui gouverne. Il n'a pas de Premier ministre, mais il a un gouvernement qui gouverne. En France, on est meilleur, puisque nous, on a un système mixte, alors semi-présidentiel, mixte, semi-parlementaire, parlementaire, présidentiel, enfin bref, un truc un peu particulier, donc, où on a bien un gouvernement qui est issu de la majorité du Parlement. Donc ce Parlement, depuis, j'allais dire 1988, est élu au scrutin majoritaire. Avant 86, scrutin majoritaire. Il n'y a eu que le cas de 86 où c'était un scrutin proportionnel. C'est un sujet qui revient régulièrement au jour, puisque vous savez que le problème du scrutin majoritaire tel qu'il est ne permet pas à des gens qui ont pourtant 11 millions de voix à l'élection présidentielle d'avoir un nombre de représentants suffisant. Donc ça pose quand même, malgré tout, ces braves gens qui ne s'occupent pas de nous, de temps en temps, ils disent bon, il faut qu'on trouve une solution pour pas qu'ils nous embêtent, ces pauvres hommes qui sont en bonne nuit. Donc il y a eu le projet Jospin, j'espère que ça a été abandonné, je ne sais pas trop où ça en est. Donc il y avait une histoire de scrutin majoritaire avec une partie des circonscriptions qui était à la proportionnelle, enfin un truc invitable à la socialiste, Jospin et compagnie. Excusez-moi. Donc c'est un système multipartisan, mais qui est quand même dominé par un bipartisme. Alors ce qu'on vit en ce moment, depuis l'élection présidentielle, et là, et après ce qui s'est passé hier, ce qui va sans doute se passer, c'est un cas un peu particulier. À titre personnel, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de vivre une forme de rebattage des cartes dans le scrutin, dans notre organisation politique, avec autrefois un système droite-gauche, on va dire les gentils socialistes d'un côté et les méchants de droite de l'autre, les libéraux et compagnie, les libéraux gaullistes. Peut-être vers un nouveau système où on aurait d'un côté des gens patrioto-colbertistes, je dirais, et puis de l'autre côté, les internationalistes libéraux. C'est un avis personnel qui n'engage que moi.
C'est un petit peu le sentiment, je ne sais pas si que j'ai. Après, l'avenir dure longtemps, il ne faut pas l'insulter. Donc, pour revenir hein, sur cette histoire du multipartisme et d'un gouvernement multiple, souvenons-nous de la gauche plurielle de Lionel Jospin qui avait le PS, les radicaux socialistes, les écolo-trotskistes et les communistes. Puis Fillon, hein, les gouvernements Fillon qui avaient des gens de l'UMP, donc les radicaux valoisiens, les centristes du Nouveau Centre à l'époque, hein, comment il s'appelait, je ne me souviens plus. Voilà. Et on avait même quelques personnes de la gauche, hein, Kouchner. Donc la constitution de la Ve République prévoit la séparation des pouvoirs, on reviendra plus tard sur cette séparation des pouvoirs. Donc entre un pouvoir exécutif, donc le pouvoir exécutif bicéphale, avec le président et un gouvernement avec un Premier ministre, dont on ne sait plus vraiment qui gouverne, ça dépend, hein. Une chambre, un pouvoir législatif bicaméral, avec l'Assemblée nationale, 577 députés, et puis le Sénat, et puis une autorité judiciaire. On ne parle pas dans la Constitution de la Ve République, on ne parle pas du pouvoir judiciaire, alors qu'on parle du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, on parle de l'autorité judiciaire. Petite nuance. Donc on a un président de la République qui est élu au suffrage universel depuis le référendum de 62, pour 5 ans depuis le référendum de 2000. Il est choisi parmi tous les candidats qui ont pu avoir le parrainage de 500 maires, hein, les 500 signatures, donc ça date de 76, parce qu'autrefois il n'en fallait que 100. En théorie, tout citoyen de plus de 18 ans a le droit de se présenter à l'élection, hein, dès lors qu'il jouit de ses droits civiques. Dans les faits, évidemment, ce sont les gens qui sont issus des partis ou des médias, hein, puisque certains n'avaient pas de parti et se sont imposés. On avait même, alors là, avec la réforme de 2016 pour la dernière élection présidentielle, on avait même inventé un nouveau truc, hein, c'était les grands et les petits candidats, hein, les grands candidats qui pouvaient s'exprimer tout le temps, les petits candidats qui n'avaient le droit de s'exprimer que pendant la période stricte de la campagne officielle, hein, qui dure 15 jours. Voilà. Donc évidemment, qui a décidé de qui étaient les grands, qui étaient les petits, ça, les journalistes, bon, on va revenir sur ces braves gens. Donc dans ce système, le président est garant de la Constitution, il est supposé être l'arbitre au-dessus des partis. Hein. Souvenons-nous de ce que disait le comte de Paris, hein, dans son texte du 4 avril 2017, donc pas si vieux que ça, sur cette notion d'arbitre. C'est difficile d'être l'arbitre quand on est issu d'un parti et qu'on a besoin d'une majorité de ce parti pour gouverner. Fin de parenthèse. Il est garant de l'indépendance de la nation, hein, tout ce qui se passe au niveau européen, ça laisse songeur, l'indépendance de la nation. Il nomme le Premier ministre, il a le droit de dissolution de l'Assemblée nationale, il peut convoquer un référendum, hein, je l'ai évoqué, les articles 11 et 69. Ça, ouais. Et puis il peut exercer une quasi-dictature avec l'article 16. Il s'occupe principalement, alors c'est pas explicite dans la Constitution, hein, c'est plus une praxis où le président donc capte tout ce qui a trait aux relations internationales. Il est quand même le chef des armées. Une fois qu'il est élu, il fait ce qu'il veut. Il est élu pour 5 ans, c'est un blanc-seing. Il peut avoir été élu par... Il y a seulement 24% des gens qui ont voté qui sont déclarant sa faveur au premier tour. Donc grosso modo, 20% au grand maximum des gens des Français qui lui ont donné leur véritable consentement. C'est pas grave, il fait ce qu'il veut, il a tous les droits. Puisqu'il a été vainqueur au deuxième tour. Le Premier ministre et le gouvernement sont issus des rangs de la majorité à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit. Donc c'est le président qui nomme les ministres sur présentation du Premier ministre. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. À noter que le président, lui, est irresponsable. No comment.
Donc il s'occupe de tout ce qui est affaires publiques, il a l'initiative des lois, il met en application les lois votées par le Parlement, il a la possibilité d'imposer une loi par le biais du 49.3. Dans ce cas-là, il s'expose à une motion de censure votée par l'Assemblée nationale. Il mène soit la politique du président quand il est d'accord avec lui, soit sa propre politique si on est en désaccord, soit s'il est en désaccord. Hein. C'est le cas des cohabitations mitterrandiennes et chiraciennes. Alors, juste un élément par rapport à ça, hein. En 67, au moment des élections législatives, Pierre Fitt s'inquiétait parce que ça sentait un peu le roussi pour le pouvoir gaulliste. Et il disait, bon, qu'est-ce qu'on fait mon général si jamais on n'a pas la majorité? Alors De Gaulle avait dit, c'est pas compliqué, on a la majorité absolue, pas de question, tout va bien. Si c'est une majorité qui est un peu bancale, où on est en légère minorité, dans ce cas-là, je gouvernerai avec un gouvernement de techniciens et à coup de 49.3. Et puis, si on est battu, bah, je partirai. Voilà, ce qu'a bien fait François Mitterrand, ce qu'ont bien fait François Mitterrand et Jacques Chirac quand ils ont été battus. Donc l'Assemblée nationale, celle-ci, donc 577 députés qui sont élus au suffrage universel pour 5 ans. Le Sénat, 321 sénateurs pour 6 ans. C'est un vieux document, excusez-moi, je viens de m'en rendre compte, je m'en étais pas rendu compte. Donc maintenant c'est pour 6 ans, hein, et à l'époque c'était renouvelé par tiers, non pas Adolphe tiers, hein, mais par tiers, un tiers. Donc maintenant pour 6 ans et renouvelé par moitié tous les 3 ans. Donc le Sénat, c'est les grands électeurs qui votent au Sénat, hein, pour le sénateur. Donc ça veut dire qu'il y a des grands électeurs, des petits électeurs. Donc vous êtes des petits. Hein. Moi aussi. On peut être convoqué. Ouais. J'ai été une fois, effectivement, mais c'était un cas un peu particulier. Donc il y a des grands et des petits. Hein, c'est bien. Donc les parlementaires ont l'initiative des lois, l'ensemble des parlementaires. Donc ils légifèrent, ils font des amendements, ils ont des commissions, etc. où ils étudient les lois, peuvent les faire évoluer. Quand ils sont en désaccord avec le gouvernement, ils peuvent le renverser par la motion de censure, mais alors dans ce cas-là, elle s'expose à une dissolution par le président de la République. Et alors, il n'y a rien qui embête plus un parlementaire que d'être obligé de se représenter devant ses électeurs parce qu'il leur doit des comptes. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant tout le temps où il était député? Bon, alors bon, après, comme le truc est bien fait, en général, ils se font réélire. Là, c'est un cas un peu particulier. Mais en général, c'est tranquille, donc malgré tout. Mais ça l'embête quand même un petit peu d'être obligé de rendre des comptes. Ils n'ont pas l'habitude, hein. Les députés, ils ne rendent pas de comptes. Hein, ils ont leur petite caisse noire, ils peuvent embaucher qui ils veulent, tout va bien. Donc c'est un système bicaméral, hein, où l'Assemblée nationale a une prépondérance par rapport aux sénateurs. Et donc l'autorité judiciaire, hein, qui elle est sous tutelle théorique de l'exécutif, mais qui tend depuis longtemps à avoir sa petite indépendance. Le premier cas est rapporté par Éric Zemmour dans son livre Le suicide français. De 71 en fait, où le Conseil constitutionnel retoque une loi en s'appuyant sur le préambule de la Constitution de la Ve République, pardon. Et en fait, ce préambule a plus une portée philosophique, hein, puisque vous le savez, le préambule dit qu'il s'appuie sur les droits de l'homme et le préambule de la Constitution de 46. Ça a plus une portée philosophique, mais le Conseil constitutionnel décide que ce qui a portée philosophique fonde et est une source de droit. Et donc c'est le début de cette volonté des juges de se rendre un peu indépendants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui ils vont un petit peu piocher à droite à gauche ce qui les arrange quand ils veulent pour interpréter le droit, selon leur bon vouloir. Sans que personne n'ait rien à dire, puisque les juges ne rendent de compte à personne. Hein? De temps en temps, ils sont un peu déplacés, mais bon, ça va pas bien loin. Hein. Ils peuvent casser la vie de quelqu'un, peu importe. De toute façon, ils ont tous les droits, ils sont juges. Hein. Puis vous n'avez qu'à vous taire. Cette question, d'ailleurs, d'indépendance de la justice, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez effrayant, parce qu'effectivement, ils n'ont de compte à rendre à personne. Dans un système où ils n'auraient de compte à rendre à personne, mais où ils se référeraient à un principe transcendant, tourné vers le bien commun et le bien. On pourrait en discuter.
Dans un cas comme ça, d'ailleurs, ils auraient quand même des comptes à rendre à une personne en particulier, mais passons. Bon. Mais là, aujourd'hui, ils ont compte à rendre à personne. Ils se réfèrent à aucun principe transcendant orienté vers le bien. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont tous les pouvoirs. Donc, leur représentativité est plus que discutable. C'est la même question que peut se poser la représentativité du président une fois qu'il est élu. Hein. C'est pas parce qu'il fait 66% au deuxième tour qu'il a tous les droits. Hein, c'est ça, hein. 66%. Certes, il fait 66%, mais enfin, si on regarde la réalité, c'est qu'au premier tour, il a fait que 24. Hein. Mais c'est pas grave, le 66 lui donne tous les droits, c'est un blanc-seing, il peut faire ce qu'il veut. Ça autorise toutes les brutalités une fois qu'il est élu. Hein. Souvenons-nous de ce qui se passait à l'époque de la Manif pour tous, hein, la brutalité des lois. Donc c'est assez différent. Le référendum, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc c'est l'article 11 et l'article 89, excusez-moi, j'ai dit 69, c'est 89, donc qui permet au président de la République de proposer des référendums pour demander son avis au peuple. Hein. Donc en 69, hein, souvenez-vous, De Gaulle avait perdu son référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. C'était surtout le Sénat hein, qui l'a fait tomber. Et donc il est parti. En 2005, Jacques Chirac a perdu le référendum sur la Constitution européenne et est parti. Ah non, il est resté. Et puis ensuite, avec la procédure du Congrès, Sarkozy a fait valider le quasi même texte, à quelques virgules près, évidemment, ce qui avait été refusé par les Français. Donc il y a quand même eu une réforme en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur l'initiative populaire. Donc en France aussi, nous avons le droit d'initiative populaire, comme les Suisses. Ne nous plaignons pas, arrêtons de nous plaindre. Hein. Donc effectivement, ça marche, il faut qu'il y ait 1/5 des parlementaires qui signent l'initiative populaire, et 10% du corps électoral. Ça fait 4 millions de personnes. Hein. Voilà, voilà. Donc on a exactement les mêmes droits que les Suisses. Hein. À 40 fois près, quoi. Bah non plus, vous n'avez pas chipoté pour 40 fois près. Hein, c'est nos représentants qui l'ont pensé comme ça. Voilà, maintenant vous parlez de quelque chose d'intéressant, c'est les pouvoirs médiatiques et financiers. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs que ceux que nous élisons en France? Hein? Largement. Largement, effectivement. Hein, nous, on a un petit pouvoir tous les 5 ans là, de mettre un petit bulletin de vote, et puis après on ne nous demande plus notre avis pendant 5 ans. Puis de toute façon... on se fait bien manipuler au moment de mettre le bulletin de vote. Hein. Puis même de toute façon, même s'il n'y a que 50% des gens qui ont voté, ou moins de 50% des gens qui ont voté, une fois que c'est élu, hein, on s'en fiche hein, du résultat, de l'abstention. C'est pas le problème. Donc oui, effectivement, il y a cette question des médias, du pouvoir financier. Et autant j'étais assez terrifié par ce qui se passe au niveau de la justice, autant au niveau médiatique et financier, c'est encore bien pire. En France, et ils forment avec le pouvoir politique, là c'est de là à 3, un trio assez explosif. En France, la presse a mauvaise presse. Hein. Excusez-moi. Pour 66% des Français, hein, dans un sondage TNS Sofres, les médias ne sont pas indépendants. Pour 66% des Français. 77% d'entre eux n'ont pas confiance dans les médias, et 74% pensent qu'ils ne parlent pas des vrais problèmes. Ça, c'est un sondage Ipsos. Eh bien, malgré cette mauvaise opinion, on passe quand même presque 4 heures par jour devant la télévision, à écouter la bonne parole. Hein, en réalité, c'était 3h47 en 2012, je ne crois pas que ça ait beaucoup changé, ça a peut-être un peu augmenté, je ne sais pas précisément. Et la télévision, c'est un merveilleux outil d'embrigadement. Hein. Faut qu'on... Mais bon, malgré tout, hein, il y a quand même une pluralité. Hein, j'ai eu cette discussion juste après le premier tour de la présidentielle sur la pluralité. On va voir ce qu'il en est de la pluralité des journalistes. Ça, c'est vraiment un des éléments les plus... un des meilleurs tours de passe-passe qu'ils nous fassent. Hein. La pluralité des opinions des journalistes, hein, garantissant la démocratie. Je vous en prie, sortez vos mouchoirs, c'est le moment. C'est le moment de mettre en route les violons. Vous savez qu'en 2001, l'hebdomadaire Marianne avait fait une étude et il disait que seulement 6% des journalistes votaient à droite. Hein, et encore, quand il dit 6% à droite, moi je serais intéressé de reprendre la distinction de René Raymond, hein, entre la droite orléaniste, bonapartiste et légitimiste. Hein, parce que la droite orléaniste, hein, c'est quand même
plutôt... et voilà, les affaires sont les affaires. Hein. Enrichissez-vous. En 2012, il y a eu une étude de Harris Interactive qui disait que 74% des journalistes votaient à gauche. Donc il y a un petit étude entre les deux. En fait, il y a la notion de centre qui intervient, qui fait cette différence. Donc il y a une vingtaine qui votent au centre. Même au Figaro, ça vote à majorité à gauche. Même au Figaro. Il y a quelques grandes plumes, Jean Sévilla par exemple, Zemmour, qui évidemment vote à droite. Enfin Zemmour, j'en sais trop rien, mais Sévilla oui, a priori. Enfin s'il vote. Mais en tout cas, voilà, ça vote à majorité à gauche, même au Figaro. Bon, la pluralité. Même Robert Ménard à l'origine. Même Robert Ménard à l'origine, tout à fait. Ouais. Il a bien changé, en bien d'ailleurs, en mieux. Mais cela étant, rassurez-vous, la relève est assurée, la pluralité va pouvoir s'exprimer à plein, puisque en 2012, les étudiants de l'école de journalisme de Lille avaient voté à 87% à gauche, et les étudiants de l'école de journalisme de Paris, en 2012, avaient voté à 100% à gauche. Voici des scores soviétiques. Hein, cet après-midi, je parlais de la chambre d'enregistrement qu'on risquait d'avoir, qui me faisait penser à l'époque de Ceausescu, où la chambre s'était appelée elle-même la chambre des pingouins. Ils passaient leur temps à applaudir les décisions de Ceausescu. Et ben, on va voir la même chose bientôt, c'est fantastique. Et bon, évidemment, nous passons 4 heures par jour devant la télévision à écouter la bonne parole de cette pluralité d'opinions. Ce qu'on a derrière moi, là, c'est un petit peu... Ouais. Avant de passer à ça, excusez-moi, je voudrais juste évoquer le cas de la presse, qui vit sous perfusion. Les journalistes sont des quasi-fonctionnaires. Donc j'ai récupéré ces chiffres-là sur le site du ministère de la Culture. Donc je ne suis pas allé chercher dans un site quelque part conspirationniste, merci monsieur. Je suis allé sur le site du ministère de la Culture. Donc en 2014, le Figaro a touché 14 millions d'euros. Aujourd'hui en France, le Parisien aujourd'hui en France, 14 millions d'euros. Le Monde, 13 millions d'euros. La Croix, 8 millions. Libération, 8 millions. Télérama, 7 millions. L'Humanité, 6 millions. Le Dauphiné, alors il y en a un certain nombre entre les deux. J'arrive au Dauphiné libéré, je me suis dit que c'était important quand même pour nous. 2,9 millions d'euros. Le total, 227 millions d'euros. Après, on pourrait se dire, il y a la presse sur Internet, c'est fantastique, la presse sur Internet, ça apporte une certaine pluralité. Oui, il faut savoir quand même que une certaine presse sur Internet, parce que ce n'est pas le cas de TV Liberté, par exemple, qui ne vit que des dons que nous lui faisons, que les donateurs lui font. Les autres, par exemple, Rue 89, et donc je n'ai pas le chiffre exact parce que je ne l'ai pas repris, mais je l'ai dans les chiffres. Entre 2008, 2009 et 2010, l'ensemble de la presse Internet a touché, donc bien pensante évidemment, 60 millions d'euros. Pas mal. Et après ces pouvoirs, moi je propose de passer à un pouvoir encore plus opaque, celui de nos milliardaires avec les journalistes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 milliardaires, alors c'est un petit peu différent de ce qu'il a, mais l'idée est là, qui contrôle notre presse. Donc Vincent Bolloré, la France-Afrique, la grande banque d'affaires, qui possède donc 11 milliards d'euros en propre, possède Canal+, et puis également iTélé, Direct 8, D17, Direct Matin et Dailymotion. Vincent Bolloré. Patrick Drahi, des télécoms, 16,7 milliards d'euros. Voilà. PDG de SFR Numéricable. Alors, SFR Numéricable, vous savez qu'un Montebourg s'était opposé à cette union SFR Numéricable, qui a été validée par Emmanuel Macron, voilà, quand il a été libéré de cet affreux réactionnaire de Montebourg. Je ne pensais pas un jour de dire du bien de Montebourg, un truc incroyable. Donc, Patrick Drahi, SFR Numéricable, possède aussi Libération, l'Express, l'Expansion, BFM TV, BFM VC, pardon, c'est plus correct, et RMC. C'est pas de moi, c'est de Pierre Jovanovic. Ensuite, il y a un consortium qui possède Le Monde, l'Obs, les Courrier International et Télérama, et ce consortium est possédé par BNP, alors pas la banque, Berger, Tétu, le luxe, Xavier Niel, Télécom, qui possède aussi Atlantico, Causeur et Huffington Post, vous traduirez. Et puis Mathieu Pigasse, le banquier d'affaires, qui possède aussi Les Inrocks et Radio Nova. Serge Dassault, l'armement,
17 milliards et demi d'euros. Pareil, ça ne va pas être facile les fins de mois. Donc lui, il possède le Figaro, une bonne partie, et il possède jusqu'en 2015 une bonne partie de la presse régionale. Bernard Arnault. Valeur actuelle. J'ai pas l'info sur Valeur Actuelle. Elle doit être là quelque part. Si Valeur Actuelle est possédée par ces gens-là, c'est quelque part là-dedans. Non, c'est pas par ces gens-là. Je crois pas. Bernard Arnault, le luxe, avec LVMH, lui possède Les Échos, Le Parisien aujourd'hui en France. Martin Bouygues, le BTP, les télécoms, il fait de coup double. Donc lui, Martin Bouygues, c'est TF1, LCI, Eurosport. Tranquille. François Pinault, donc lui ne possède que Le Point, quand même pas grand-chose. Et Arnaud Lagardère, EADS, Airbus jusqu'en 2015, l'armement, encore une fois. Et puis, qui possède quand même Hachette, donc l'édition. Donc lui, il possède aussi Elle, Paris Match, le JDD, Europe 1, Virgin Radio, et puis à travers Hachette, une bonne partie de l'édition française. Or, ce secteur économique, je vous l'ai dit juste avant, c'est un secteur qui fait des pertes. Pourquoi ces gens, qui sont des grands humanistes, financent la presse? Tout simplement pour avoir des leviers d'action sur les politiques, pour avoir des pouvoirs d'influence. Parce qu'ils vivent de l'État, soit par la commande publique, soit par la régulation. Le bâtiment, c'est Dassault qui possède Valeur Actuelle? Oui, c'est Valeur Actuelle, là, ça appartient au groupe Allemande et c'est Dassault Communication. Non, c'est plus Dassault. C'est peut-être plus Dassault. En tout cas, ça l'a été un moment. Donc, le bâtiment, l'armement, la France-Afrique, tout ça, ça a besoin des commandes d'État, de la commande publique. Si on ne commande pas des Rafales, M. Dassault, il va avoir du mal. Alors, puis bon, ça fait pas longtemps qu'on les vend à l'étranger. Un avion qui a été conçu dans les années 70, on commence seulement à vendre dans les années maintenant. Donc, bon, il y a eu plusieurs releases, comme on dit dans l'informatique. Mais voilà, c'est quand même ça qui fait vivre ces grands groupes. Tout ce qui est ensuite le luxe. Le luxe. Pas en fait le luxe. Il faut imaginer que l'État, d'un seul coup, décide de taxes supplémentaires sur le luxe. On pourrait décider que l'État décide que les clients étrangers qui viennent donc acheter des produits sur les Champs-Élysées ne bénéficient pas d'une décote de taxes. Du coup, les gens qui s'occupent de l'industrie du luxe, elle a intérêt à avoir une influence pour éviter ce genre de mauvaises surprises. Les télécoms, c'est pareil, les licences d'exploitation, les câblages, les fréquences, tout ça, les concessions, tout ça, c'est donné par l'État. C'est régulé par l'État. Puis les banquiers d'affaires, évidemment, ont besoin d'opérations juteuses fournies par l'État. J'en ai parlé de quelques banquiers d'affaires. On voit bien à travers tout ça que cette question de la représentativité est assez complexe et assez problématique. Je vais continuer à enfoncer le problème en parlant de la représentativité des élus, même si j'entendais tout à l'heure à la radio que ça allait être fantastique. Maintenant, on allait avoir une chambre vraiment représentante. Fantastique. Saint Emmanuel Macron disparaissait. Pardon. Alors, si on regarde les statistiques, prenons le cas des catégories socioprofessionnelles. Le statisticien que je suis n'a pas pu s'en empêcher. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Donc ici on a les agriculteurs, alors là ici c'est la barre qui correspond à la représentation nationale. Au niveau national, la représentation de la population. Donc les agriculteurs, 1,1%. Et donc là on a le mandat de maire, là on a le mandat de conseiller général, régional, alors conseiller départemental maintenant, et député. Ce qu'on voit c'est que les agriculteurs, ils sont quand même un peu surreprésentés, en particulier au niveau des maires. Pas forcément problématique, mais c'est quand même un fait. Tout ce qui est artisan, commerçant, chef d'entreprise. Donc là, on a aussi une surreprésentation. Mais je vous propose de garder ça en mémoire parce que tout à l'heure, on va regarder le cas. J'ai un peu détaillé au niveau des députés. Parce qu'en fait, on a l'impression que tous ces gens-là, c'est pareil. En fait, entre un artisan qui travaille tout seul sans employé, un commerçant qui a 1 ou 2 ou 3 employés, puis un patron du CAC 40, c'est pas la même chose. Alors, ça c'est pour moi, ça, cadre et profession intellectuelle supérieure, donc là, qui représente à peine 10%, et au niveau des députés, alors là on a 80%, la source c'est l'Observatoire des inégalités. Si je prends les chiffres de l'Assemblée nationale, c'est un peu différent, mais l'Assemblée nationale enlève les retraités qu'elle met à part, alors que eux, là, ils ne mettaient pas les retraités, donc il doit y avoir une petite... On est entre 70 et 80% malgré tout,
pour des gens qui ne représentent que 6% de la population, si j'ai bonne mémoire, ou 8% de la population, c'est ça. Les professions intermédiaires, là, c'est à peu près équilibré entre leur représentation dans le pays et puis la réalité de leur représentation, là. Les employés, qui sont quand même pas loin de 20%, enfin en tout cas 16-17%, qui eux par contre sont bien sous-représentés. Et puis le top du top, évidemment, ce sont les ouvriers. Les ouvriers, alors là on est sur 13% de la population et seulement 2% des maires. Puis vous voyez, les maires c'est là où il y a le plus d'ouvriers. Le top étant donné par l'Assemblée nationale, puisqu'il y a un seul ouvrier à l'Assemblée nationale. C'est un ouvrier agricole qui c'est Jean Lassalle. Voilà. Ensuite, les autres professions. Les retraités, eux, ça a l'air d'être assez bien fait. Alors évidemment, il y a le cas ici, on n'a pas les retraités. Là, j'ai compilé de statistiques. Mais ils ont été reversés dans leur profession d'origine. Et puis, les autres, les sans activité, qui sont sous-représentés également. Comment ? Les fonctionnaires sont passés par... Et voilà, là tout le monde les fonctionnaires, la fonction publique et la fonction, les cadres de la fonction publique et les cadres de la fonction privée, du privé, sont mis ensemble. Et puis dans les professions intermédiaires, employés, tout ça aussi. Là, il n'y a pas de séparation entre toutes ces catégories. Ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin, d'aller regarder ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Fantastique, l'Assemblée nationale. Alors souvenez-vous ce que je vous disais à propos des artisans, commerçants, chefs d'entreprise, qui représentent, je ne sais plus combien, attendez, que je ne me trompe pas, voilà, 3-4% de la population. Les artisans, c'est quasiment rien. Normal, quand on est seul ou alors on a 1-2 employés, on n'a pas le temps d'aller faire le comique à l'Assemblée nationale. Les commerçants, c'est pareil. Par contre, les chefs d'entreprise, il n'y a pas de souci. Là, on trouve un Serge Dassault, par exemple. Lui, ça va, avec ses 16,7 milliards d'euros, il peut toucher une indemnité de député. Ça lui arrondit un peu ses fins de mois, ce pauvre homme, vous vous rendez compte. Les cadres, donc on les a ici qui sont assemblés, donc là c'est les cadres A, cadre A, hors cadre, etc. De la fonction publique, c'est presque 33%, à peu près. Cadre d'entreprise, on est à pas loin de 25%, et puis les professions libérales, on a un peu moins de 15%. Ces gens-là, dans la population, c'est 8% de la population. Donc ça veut dire qu'on devrait, si on parlait de réelle représentation, on devrait être au maximum à 4% dans la fonction publique, et encore, même moins, 3%. Puis dans la fonction privée, on devrait être à 4, 5, 6, en étant généreux. Pareil au niveau des professions libérales. Alors dans les cadres d'entreprise, on trouve des gens qui ont beaucoup travaillé dans le monde de l'entreprise, puisqu'on trouve Michel Destot, qui travaille au CEBA. Il était au CEBA. On trouve Geneviève Fioraso, dans cette catégorie-là aussi. Elle aussi, elle a beaucoup travaillé au CEBA. On trouve qui? On trouve Axel Poniatowski, lui il a travaillé un petit peu chez Thomson quand il a commencé, puis après très rapidement il est parti dans le privé, enfin non pas dans le privé, pardon, dans l'Assemblée nationale, et puis j'en ai gardé un petit, c'est Thierry Mariani, donc, qui est dans cette catégorie. Alors là j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas dans quelle entreprise cet homme a travaillé dans sa vie, dans quelle entreprise privée. Tout ce que je sais c'est qu'il a fait des études de diplomatique et qu'il est député depuis 1993. Service secret. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Le service secret, c'est vachement privé. Ouais, donc voilà. Bon, bref, vous avez compris, c'est que c'est les gens qui prétendent vivre dans les entreprises, sortir des entreprises là, c'est pas tout à fait les mêmes que vous, que moi. Enfin, moi, j'aurais pas le temps d'être député, mais enfin, je crois pas. Je propose maintenant de regarder la question du droit de vote. Donc ça, c'est les chiffres de l'abstention lors des élections régionales. On voit une belle courbe qui monte, là, globalement, deux périodes, là, jusqu'en 2004. Le droit de vote, vous savez que jusqu'en 1848, le droit de vote était censitaire. C'est la révolution de 1848, celle qui permet l'accès au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, en tant que président de la République, les fameux 7,5 millions de voix. À partir de ce moment-là, il n'a plus été question, il n'était plus question de payer un cens pour voter. Le vote des femmes, 1944, enfin ça a été décidé en 1944, et puis je crois que la première fois effective c'est 1946, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Vous savez bien qu'aujourd'hui les républicains, je mets des guillemets à républicains parce qu'on va en parler plus loin, mais le mot républicain, voilà, on peut y être attaché.
grâce à Jean Bodin. Donc les républicains aujourd'hui se font les gorges chaudes du vote des femmes, de la représentation des femmes. Il ne faut pas oublier que jusqu'alors, jusqu'en 1944, si les femmes n'avaient pas le droit de vote, parce qu'elles étaient sous l'influence de leur curé, que c'était leur curé qui leur disait comment voter, donc on ne pouvait pas leur donner le droit de vote. Hein. Donc c'est bien par anticléricalisme que les femmes n'ont pas eu le droit de vote jusqu'en 1944. Donc la fameuse laïcité, droit des femmes, etc., etc. Quand on met la gauche face à ses propres turpitudes, ça vaut le coup. Il faut noter d'ailleurs au passage qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient plus de droits que jusqu'en 1944. Il ne faut pas oublier que les femmes étaient chefs d'État. Donc le droit féodal a une prédominance sur le droit romain, tout à fait. Spécifiquement dans toute la partie sud de la France. Exactement. Les femmes avaient le droit de vote quand elles étaient chefs de famille. Évidemment, à cette époque, le droit de vote se faisait par feu. Et c'était les chefs de famille qui votaient pour le feu. Donc les abbesses avaient le droit de vote. Elles avaient un pouvoir énorme, les abbesses. C'était des femmes, sauf erreur de ma part. Les femmes des seigneurs, en cas de veuvage ou d'absence de leur mari, c'était elles qui exerçaient le droit seigneurial. Donc voilà, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. C'est vraiment avec la Renaissance qu'il y a eu une prise de pouvoir des hommes sur les femmes. Et que la situation des femmes s'est dégradée. C'est pas dégradé du jour au lendemain, ça a pris du temps. Malgré tout, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, où les choses avaient quand même s'étaient bien dégradées pour les femmes, elles avaient quand même ce pouvoir d'influence à travers les salons qu'elles tenaient. Donc, elles n'avaient pas l'influence qu'elles pouvaient avoir précédemment, mais malgré tout, la galanterie française, puisque cette mixité française là, faisait que les femmes, c'était pas des sous-citoyens de deuxième zone dont la voix ne compte que pour la moitié de celle d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment l'ordre bourgeois et janséniste du XIXe siècle qui a pris le pouvoir aux femmes. Alors qu'en est-il aujourd'hui de ce droit de vote? Donc, pour tout le monde, c'est clair, le droit de vote est universel, le suffrage est universel. Pour tous les hommes, toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions. Donc ça, c'est en théorie. En pratique, c'est quand même un peu moins tranché. Alors là, j'ai pas les chiffres qui sont illustrés là, mais je les ai retrouvés quand même. Ce qu'on voit, c'est que les ouvriers votent à 20 points de moins que les cadres. Leur taux d'abstention est 20 points plus élevé que celui des cadres. Si on pense au travail qu'a fait Christophe Guilluy sur la France périphérique, où les ouvriers, les employés sont repoussés des villes. Il y a combien d'ouvriers qui sont propriétaires de leur appartement dans Grenoble-Centre? Bon, ces gens-là, ils ont été chassés des villes par la force des choses. Ces gens-là sont chassés des villes, ils ne votent plus, ils se désintéressent complètement. D'une certaine manière, on a rétabli le droit de cens. Alors, pas formellement, mais dans les faits, c'est un cens qui s'est remis en place. Alors, je parlais des taux de participation. Alors là, j'ai travaillé hier soir pour vous. J'ai repris les chiffres d'abstention, de la participation aux élections législatives depuis 1958. Donc on a même les chiffres d'hier soir, voilà, avec moins de 50% de participation. La République En Marche, moi quand j'ai regardé les chiffres, c'était 32% des voix, visiblement c'est 33, enfin peu importe, ça fait quand même 33% des voix exprimées. Là on est à moins de 50% qui se sont déplacés. Ouais, et puis il faut enlever à ça les gens qui ont voté blanc ou nul. D'accord ? Donc voilà, donc au total, s'ils représentent 15% de la population, c'est bien le bout du monde. Mais pourtant, il me parlait de légitimité, de représentativité. J'en ai entendu parler à la radio pas plus tard qu'en venant ici tout à l'heure. Donc vous voyez, tout va bien, dormez tranquille, braves gens. Alors évidemment, on nous parle... Les Français ont voulu donner sa chance à Emmanuel Macron. Voilà. Qui sont les Français qui ont voulu, on ne sait pas. 15% des Français qui ont le droit de vote. Il y a des porte-voix des Français. Mais à l'époque de la Révolution française, c'était pareil. Ça a été pas. Les révolutionnaires portaient toujours la voix des Français. Et quelle était la voix du Français? La voix des Français, c'était la Vendée. Les paysans qu'on a massacrés, qu'on a génocidés. Ça, c'était la voix des Français. C'était pas les révolutionnaires qui la portaient. Mais ils disaient la porter. Quand on regarde les cahiers de doléances, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'endroits, il y a quasiment des écritures uniques.
On se rend compte quand on les étudie, et les Français, je vous le disais, ils étaient à presque 9 sur 10 qui savaient lire et écrire, donc ils étaient capables d'écrire, hein. Faut pas raconter de sornettes, c'est pas vrai. À certains endroits, il y avait des trucs qui étaient déjà tout préparés, il manquait plus qu'à mettre le nom de la commune ou le nom de la personne qui allait voter. C'est hallucinant quand on étudie les donc voilà, ça c'était la voix des Français, et rien n'a changé. Je vous l'ai dit, hein, 22 juin 1789, ceux qui étaient élus pour s'occuper de restaurer les finances du royaume se sont dit, on est assemblée constituante. Ils ont complètement outrepassé leurs droits. Tout est fondé là-dessus. Excusez-moi. C'est très bien de rappeler les choses. Ouais. Pour revenir à ça, si on appliquait le principe, par exemple, le vote blanc, ou nul, enfin le vote blanc, s'il y a plus de 50% de vote blanc, tout le monde rentre chez lui. Eh ben, pour recommencer. Hein. Et interdiction pour les mêmes de se représenter. Ça va être intéressant, mais là encore, hein, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, si on laisse les spécialistes s'occuper de la Constitution, ils n'interpellent jamais ce principe. Après. Donc voilà le portrait de notre démocratie représentative. Hein, des représentants qui ont parti avec des milliardaires, avec la presse, qui ne sont pas représentatifs de la réalité vécue par les Français. Un suffrage universel qui est de fait redevenu censitaire. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer maintenant un petit peu dans la partie théorique de mon exposé. Hein, j'ai présenté les états de fait. Je propose de passer à la partie théorique. Aristote, toujours la base. Donc 4e siècle avant Jésus-Christ, hein, l'époque c'était encore l'époque classique, hein, de la démocratie athénienne. C'est lui qui définit la première grande typologie. Alors on parle aussi de Platon. Platon, c'est la République de Platon. Il y a eu d'autres textes, mais bon, si on pense notamment au texte de la République, pour ceux qui l'ont lu, c'est un système totalitaire, hein, où on embrigade les enfants pour qu'ils fassent telle ou telle chose. Enfin, tout est cloisonné et puis on n'en sort pas. Hein. Donc bon, si ça vous embête pas, je vais plutôt me référer à Aristote. Donc lui se fonde sur 2 critères pour définir les systèmes d'organisation, les typologies. Donc le nombre de personnes qui exercent le pouvoir et le nombre de personnes au profit desquelles c'est exercé. Hein. Donc ici, on a le nombre de personnes qui exercent et le nombre de personnes au profit de qui c'est exercé. Donc le pouvoir peut être exercé par une seule personne, hein, par quelques personnes, par beaucoup ou tous. Hein. Là, après, c'est une subtilité à regarder de plus près. On peut exercer ce pouvoir dans l'intérêt général. Alors, on parle d'intérêt général. Moi, je pense que, c'est préalable à ce que je dirai plus tard, on pourrait peut-être plutôt parler de bien commun. Hein. La res publica, d'ailleurs, Aristote parle de politeia. Hein. La politeia, c'est la même chose que la res publica, la république, qui se traduit par le bien commun. Voilà, ça me semble plus approprié, hein, puisque le bien commun, c'est plus fort que l'intérêt général. Hein, parce que l'intérêt général, au nom de l'intérêt général, on peut faire beaucoup de choses. Et puis, quand on travaille pour des intérêts particuliers, hein, pour l'intérêt d'un seul, de quelques-uns, de beaucoup, hein, on est dans un système dévié. Donc quand on lit ça rapidement, le système, donc un seul gouvernant qui travaille pour le bien commun, c'est une monarchie ou une royauté. Hein, les 2 termes ne sont pas exactement équivalents. Hein, aujourd'hui en France, on pourrait dire d'une certaine manière, on entend souvent le terme de monarchie républicaine. Hein, monarchie, Napoléon c'était un monarque, c'était pas un roi, et c'était un monarque. Donc ça c'est un système, une typologie pure, enfin un caractère pur. Quand c'est quelques-uns qui travaillent pour l'intérêt de tous, on est en système aristocratique. Et quand c'est tous qui travaillent au service de tous, on appelle ça. Donc Aristote utilise le terme de politeia, on utilise le terme de démocratie. Dans les textes qu'on trouve, hein, j'ai suivi un petit cours de sciences politiques, et ils utilisent le terme de démocratie. Ça m'embête un peu. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que en faisant ce travail-là que je vous présente, je crois que j'ai compris la différence entre les deux. Et puis on a, quand c'est un seul qui travaille pour lui-même, c'est la tyrannie, quelques-uns pour eux-mêmes, l'oligarchie. Hein, quand on est 10 milliardaires qui possèdent la quasi-totalité des pouvoirs médiatiques, qui tenons les médias, les politiques dans nos mains, comment ça s'appelle? L'oligarchie. Et puis, quand on travaille que pour l'intérêt de certains, la majorité peut-être,
La majorité, c'est pas tout le monde. Alors, on parle à l'époque grecque de démocratie, donc évidemment ça gêne beaucoup aux entournures nos démocrates modernes, donc ils préfèrent utiliser le terme de démagogie, hein, les démagogues. Donc voilà, la question que je pose c'est est-ce que c'est une dictature du peuple? Alors quand on regarde ça, on a l'impression qu'on passe de l'un à l'autre. À mon avis, les choses sont un peu plus subtiles. Si on prend notre cas particulier, hein, bien de nous, disons, je vais prendre une hypothèse osée. Heureusement que vous êtes assis. On va dire qu'on vit en démocratie depuis 1814. Voilà, c'est osé, hein, je sais. Il y a quand même eu plusieurs épisodes depuis qui sont plus que discutables, et même à l'époque. Bon. On peut dire que, donc, je vous propose d'admettre que la France a vécu en démocratie au moins représentative jusqu'en 69, voilà, départ de De Gaulle. En 69, il est remplacé par un banquier d'affaires, Pompidou, un banquier d'affaires qui fera la loi du 3 janvier, banquier Rothschild, 3 janvier 73, hein, par laquelle la France n'a plus le droit d'emprunter à la Banque de France et qui a permis ensuite, grâce au choc pétrolier, de mettre la France dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Ce qui avait succédé à la fin du système étalon-or, hein, des accords de Bretton Woods, en 1962. Étonnant quand même cette concomitance des faits. Et le président actuel, il bossait chez qui avant? Chez Rothschild. Ah, ouais, chez Rothschild. Hasard. Il n'y a pas de hasard. Enfin, je crois pas. Il n'y a pas de hasard. Je crois pas qu'il y en ait eu en tout cas. Donc, une hypothèse très audacieuse, hein, vous me l'accorderez. Depuis 69, évidemment, une dégradation notable, hein, même si déjà à l'époque c'était pas terrible. On a une exception avec Mitterrand à cause de sa culture, mais en termes d'état d'esprit dans lequel il était, on est dans l'horreur absolue, toujours dans l'horreur absolue. Bon, en tout cas, néfaste pour la France. Et puis des politiques qui ne s'occupent plus que de ce qui les concerne. Enfin, ils s'occupent de plus en plus de ce qui ne les concerne pas, hein, savoir si on a le droit de donner une fessée à ses enfants. Mais par contre, hein, les choses qui les concernent vraiment, pensons à Jacques Chirac en 2002, sa campagne. Hein, les handicapés, la délinquance routière, et puis c'était quoi le troisième truc, je ne sais plus. C'était un programme de... Comment? Le cancer. Le cancer, c'est ça. Le programme, en tout cas, pas de président de la République. Hein. Et de plus en plus aujourd'hui, ces gens-là, ils pratiquent la démagogie à outrance. Hein. Mon ennemi, c'est la finance. Hein, vous me rappelle quelqu'un? 15 jours plus tard, on a vu le résultat. Hein, tout le monde connaît l'adage, hein, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Une véritable, à mon sens, perversion de ce système. Donc des élus qui, je l'ai dit tout à l'heure, font ce qu'ils veulent une fois élus, hein, même s'ils ont 1,5 million de gens dans la rue, comme à l'époque de la loi Taubira, c'est pas grave, ils passent en forme, ils font ce qu'ils veulent, ils emprisonnent des gens qui ne leur conviennent pas, hein, Nicolas Bernard-Bus qui a été emprisonné 2 mois, faut pas l'oublier. Alors évidemment, ces gens qui emprisonnent, là, ils refusent le droit d'objection de conscience. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que c'est des gens qui sont les héritiers de ceux qui prenaient l'objection de conscience à l'époque de l'Algérie, hein, qui ne voulaient pas aller défendre les Français, sauver les Français qui étaient en Algérie. Quand je dis Français, j'inclus les musulmans. Hein. Enfin, ces gens-là qui défendaient l'objection de conscience, ils l'interdisent aux gens à l'époque de la manif pour tous. Et en Algérie, on est en danger de mort. Donc aujourd'hui, notre situation actuelle, c'est un modèle du genre. On est sur un candidat qui dit lui-même qu'il n'y a pas besoin de programme, que les choses se feront. Voilà, il faut être moderne. Il faut être beau, il faut être jeune, il faut être moderne, tout va bien. Il n'y a que ça qui marche. Et ce que je vous ai dit sur les médias, on pourrait dire qu'ils sont corrompus, mais même pas. Quand on voit l'état dans lequel se trouvent les étudiants en école de journalisme, ils n'ont même pas besoin d'être corrompus, ces gens-là. Ils pensent comme ça. C'est leur façon de penser. On n'a même pas besoin de les corrompre. On a atteint le stade ultime, enfin, à mon sens, du totalitarisme. À l'époque de l'Union soviétique, au moins, il fallait corrompre, il fallait menacer du goulag. Il n'y a même plus besoin aujourd'hui en France. Il n'y a plus besoin du goulag. Ça marche mieux que ça. Un ascenseur en panne, un ascenseur social en panne. Hein. Je vous rappelle que l'abbé Sugère était fils de paysan. Et c'était le ministre de Louis VI. Louis XIV, à qui on reprochait de temps en temps de trop facilement anoblir, disait on est toujours assez noble quand on est distingué par moi. Guillaume Nogaret, ministre
Philippe le Bel, c'était un roturier. Donc cette notion d'ascenseur social, elle est profondément ancrée dans notre mentalité française. Mais en fait, aujourd'hui, ça ne marche plus. On a une petite caste de gens, j'en ai donné quelques-uns, qui sont là, qui font ce qu'ils veulent. On est finalement tombé dans un système un peu mixte, entre une sorte de démocratie, mais au sens démagogie, une démocratie. On est dans une démocratie représentative, où quelques-uns dans cette démocratie représentative font un petit peu ce qu'ils veulent, et puis on a une oligarchie qui fonctionne en même temps. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on peut avoir, au même moment, plusieurs éléments qui fonctionnent en même temps. La question, c'est celle de est-ce qu'on risque d'entrer en tyrannie? Je pose la question. Tout à l'heure, j'ai évoqué Ceausescu. Quand on a un parti unique, un homme charismatique, voire christique, il y a eu des termes comme ça qui ont été utilisés à propos de télévangéliste, exactement. On peut vraiment s'interroger sur cet aspect. Je pense qu'on peut aussi s'interroger sur le fait qu'on puisse avoir plusieurs typologies qui fonctionnent en même temps, sur le fait que moi je suis toujours un peu embêté là, sur ce dernier point. Je me dis, on vit dans une démocratie représentative, on voit toutes ces corruptions. J'ai parlé des démocraties directes, avec leur faiblesse bien sûr, parce que si je prends la Suisse, ce n'est qu'une démocratie directe. Elle n'intègre pas plusieurs composantes. Je pense que réfléchir de cette manière-là, ça peut nous permettre peut-être de trouver de l'intelligibilité à beaucoup de choses. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé après Aristote, parce que sur le 4e siècle avant Jésus-Christ, aujourd'hui, il y a eu 2-3 trucs. Donc on a Jean Bodin, 16e siècle, qui parle de souveraineté. Lui, il s'appuie sur l'impérium romain. Et pour lui, la souveraineté, c'est l'essence de la République, au sens de la res publica. Il parle de bien commun. Pour lui, ces trois termes se relient les uns aux autres. Et il n'hésite pas à parler de république en parlant de la monarchie. Monarchie qui se fait débarrasser de dérives politiques, puisque le système monarchique, avant 1789, c'est pas un système parfait, mais peut-être moins mauvais que d'autres qui lui ont succédé. Hobbes, XVIIe siècle, pour lui, l'État, il peut naître par force ou par consentement. Cette notion de consentement qui ensuite va permettre à Rousseau d'établir sa notion de contrat social. Montesquieu, le grand Montesquieu, alors lui, il va reprendre un petit peu les distinctions d'Aristote, pardon. Les critères d'Aristote sur le nombre de gouvernants et puis le nombre de personnes sur qui ça s'exerce. Donc pour lui, ça donne trois systèmes, la République, la monarchie, le despotisme. C'est là, en fait, qu'il y a cette séparation entre République et monarchie. C'est à ce moment-là. C'est pour ça que le terme républicain, je l'ai mis tout le temps entre guillemets, donc vous ne pouvez pas le voir, c'est sur mes feuilles, mais ça ne se voit pas quand je parle. Mais voilà, c'est un point important sur lequel je veux revenir. Et d'ailleurs, pour lui, ce qui gouverne l'esprit, ce qui gouverne soit la République, soit la monarchie, ce sont des principes sains. La République, l'esprit civique. La monarchie, le sens de l'honneur. À l'inverse du despotisme, où là, ce sont des principes malsains, donc la peur, la soumission, l'esprit d'esclavage. Bon, il n'a pas inventé grand-chose, pauvre garçon, mais bon, c'est comme ça, on s'appuie beaucoup sur lui. C'est lui aussi qui va définir les trois pouvoirs, qui doivent être des contre-pouvoirs les uns aux autres, législatif, exécutif et judiciaire. Ensuite Rousseau, qui nous parle de volonté du peuple, de volonté générale. Et pour lui, pour Rousseau, le peuple est souverain. Il ne peut pas, cette souveraineté du peuple ne peut pas, cette volonté du peuple plus exactement, ne peut pas être exercée par des mandataires. Rousseau, il oppose quand même la démocratie représentative et la démocratie directe. Et il est plutôt attaché à la démocratie directe, malgré tous ses défauts. Il était près de la Suisse. Il était près de la Suisse, c'est vrai. Oui. Ah, oui, il était genevois. Oui, mais voilà, tout à fait. Comme quoi, il y a quand même un petit peu. Il y a un peu de bon en lui quand même.
Et ensuite Tocqueville, 19e siècle, qui lui oppose la démocratie américaine et la démocratie française. La démocratie américaine qui est basée sur la liberté, la démocratie française sur l'égalité. Et pour lui, la démocratie, c'est pas sans danger. Ça peut mener à un despotisme populaire ou une tyrannie de la majorité. Exercée par des représentants, peut-être. Bref. Donc on voit un petit peu tout ça. Et puis, dans la science politique moderne, on définit les régimes démocratiques et non démocratiques. C'est important, puisque aujourd'hui, dans le discours, c'est ce que je disais en introduction, on utilise que le terme démocratique, avec la démocratie bien, tout va bien. Voilà, c'est merveilleux. Donc, les régimes démocratiques et non démocratiques de l'autre côté. Avec, en système démocratique, soit une démocratie représentative, soit avec tout ce qui est système indirect, ce qu'on vit en France, ou une démocratie directe avec ce que vivent nos amis suisses. Voilà, c'est de la chance. Ensuite, on a les régimes non démocratiques, donc autoritaires, bureaucratico-militaires, oligarchiques, patrimonialistes. J'ai oublié un I, pardon. Voilà, donc ça, je sais pas, ça peut être la Tunisie de Ben Bella, et puis les régimes totalitaires. Donc évidemment, ça ne concerne pas la France, les régimes totalitaires, enfin, en tout cas pas aujourd'hui. On pense à l'Union soviétique ou la République populaire de Chine. Donc après avoir regardé tous ces cas de démocratie directe, le cas de la France, après avoir passé du temps sur ces aspects philosophiques, je propose de faire ma proposition. Voilà. Je propose d'arriver à ma proposition, il va falloir que je me dépêche. Alors j'avais prévu là de vous parler d'un texte du père Yannick Bonnet, qui a écrit ce texte il y a quelques jours, avant le deuxième tour. Alors vu que je suis un petit peu en retard, je ne vous le lirai pas, je le tiens pour vous, mais voilà, il parle vraiment de cette question de... bon, d'abord il dit, il n'oublie pas de rappeler que les catholiques ont massivement voté pour Macron. Donc, il faut nous le passer par mail. Ouais, voilà, je pourrais le faire passer par mail, effectivement, ce texte. On va le faire circuler ensuite. Ouais. Pour lui, évidemment, si on a cet homme-là au sommet de l'État, c'est parce que sans doute, dans le plan de Dieu, il y a un plus grand bien à en tirer. Et il n'hésite pas d'ailleurs à parler de dimension luciférienne à Macron. J'étais assez content de voir ça, puisque pour moi, cet homme, c'est l'incarnation du mal. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce texte, que je ferai passer par mail. Oui, c'est important. Ouais. Donc je propose par contre de regarder ce que dit la doctrine sociale de l'Église, puisque la doctrine sociale de l'Église, elle prend en compte l'homme dans son unité ontologique, à la fois corps et âme. Il n'y a pas de séparation, même s'il y a une distinction entre les différentes dimensions de l'homme. Donc tout ce que je vais dire là dans les lignes qui suivent, c'est soit directement des citations du compendium de la doctrine sociale de l'Église, soit des quasi-citations. Je ne mettrai pas toujours les guillemets, mais voilà, je vous principe. Donc la doctrine sociale de l'Église s'appuie sur 5 principes et 3 valeurs. Donc le bien commun, la destination universelle des biens, le principe de subsidiarité, le principe de participation et le principe de solidarité pour les principes, et au niveau des valeurs, vérité, liberté et justice. Donc là, citation, par bien commun, on entend l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. C'est assez clair, La vocation de tout homme, c'est de devenir saint. C'est l'Église qui parle. C'est donc normal qu'elle le dise. Voilà, j'ai trouvé l'erreur que je cherchais depuis hier. La destination universelle des biens. Voici ce qu'en dit la doctrine sociale de l'Église. Dieu a destiné la terre à tout ce qu'elle contient, à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité. L'obsession de la propriété privée, c'est quelque chose qui nous vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette obsession de la propriété privée. Bien sûr qu'on a besoin de posséder des biens en propre, c'est évident. Mais avant la fameuse nuit du 4 août, les paysans les plus pauvres avaient le droit de faire paître leurs animaux où bon leur semblait. Ils pouvaient glaner s'ils en avaient besoin pour vivre. Et on ne pouvait rien leur reprocher. Saint Thomas d'Aquin dit bien qu'un homme qui volerait de la nourriture pour sa propre survie ne peut pas être convaincu de péché. Saint Thomas d'Aquin, c'est quand même pas n'importe qui.
Après, c'est pas une question, et dans cette destination universelle des biens, il ne s'agit pas d'interdire de posséder, hein, il ne s'agit pas de ça. Dans la parabole de Lazare et du pauvre, quand le pauvre meurt, va au paradis, le pauvre Lazare, pardon, meurt, va au paradis, et le riche, voilà, j'ai remis les choses dans le bon ordre, le riche, lui, va en enfer. Ça existe, l'enfer. En tout cas, on en parle dans l'Évangile. On ne reproche pas au riche d'avoir été riche. À aucun moment. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir pas fait au plus petit d'entre les miens ce qu'il fallait, c'est-à-dire lui donner la charité, lui permettre de survivre. C'est ça, il ne s'agit pas d'interdire la possession, il s'agit juste de rappeler que ce qu'on a, on est en droit et il est nécessaire de le partager. Le principe de subsidiarité qui s'énonce de la manière suivante. Il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n'est en prenant soin de la famille, des groupes, des associations, des réalités locales, bref, de toutes les expressions associatives de type économique, social, culturel, sportif, récréatif, professionnel, politique, auxquelles les personnes donnent spontanément vie, et qui rendent possible une croissance sociale effective. Tout est dit. Le rôle de l'État, c'est de garantir l'émergence des initiatives locales, dans tous les domaines de la vie humaine. Favoriser leur développement, et pas de tout régenter. Hein. Et l'objectif, c'est pas dissociable de la notion de bien commun, hein, et la notion de bien, qu'on a évoqué juste avant. La participation découle directement de la subsidiarité. Elle ne peut pas être délimitée ou restreinte à quelques contenus particuliers de la vie sociale, étant donné son importance pour la croissance humaine, avant tout, dans tous les domaines. Donc cette participation s'applique au monde politique également. Sur la doctrine sociale de l'Église, il est évident que toute démocratie doit être participative. Ça, c'est ce que dit le compendium. Moi, je dirais qu'elle doit être directe. Tous les comportements qui incitent le citoyen à des formes de participation insuffisantes, incorrectes et à la désaffection, pour tout ce qui concerne la sphère de la vie sociale et politique, doivent être considérés avec inquiétude. Quand on a plus de 50% d'abstention à une élection de député, on peut s'interroger sur cette dimension-là. Hein. La solidarité est une exigence morale intrinsèque à toutes les relations humaines. On parlait avec le riche et Lazare. Elle se présente donc sous deux aspects complémentaires, celle du principe social et celui de la principe social et celui de vertu morale. Elle doit être saisie, donc la solidarité, dans sa valeur de principe social ordonnateur des institutions, en vertu desquelles les structures de péché doivent être dépassées, transformées en structures de solidarité. La solidarité est une véritable vertu morale en ce qu'elle est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun. Il ne s'agit pas de faire de la solidarité pour de la solidarité. Le pape l'a bien rappelé, si on fait juste de la solidarité comme ça, on est une ONG comme une autre. Voilà, je parle des catholiques. Bon, les trois valeurs, donc la vérité. Il y a un gars qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce qui rappelle qu'on ne peut pas posséder la vérité. La vérité, c'est une personne. On peut juste rendre témoignage de sa vérité. La liberté dans l'homme, donc là c'est une citation, est dans l'homme un signe très élevé de l'image divine et en conséquence un signe de la dignité sublime de chaque personne humaine. Là on parle bien de la liberté, la vraie liberté. Je ne parle pas de la liberté révolutionnaire qui commence là où, qui s'arrête là où commence celle des autres. Cette liberté-là, c'est pas la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de faire le bien, c'est de se conformer au bien. Quand vous mentez, vous vous enfermez dans le péché, vous devenez esclave. C'est qu'en disant la vérité qu'on devient libre. C'est pas nous. Enfin, la justice consiste dans la ferme et constante volonté de donner à Dieu et au prochain ce qu'il aurait dû. Pour Saint Louis, donc là je sors de la citation, Saint Louis disait que le premier devoir du roi, c'est de rendre la justice. C'est ce qu'attendent ces sujets. Séparer la justice de la tête, Saint Louis c'était la tête. Ah, ma batterie est faible, j'avais anticipé. Excusez-moi, voilà. C'est la tête. Ne leur donner à aucune transcendance, c'est faire de la justice un objet de corruption et d'injustice. Constitutionnalisons ensemble, si vous le voulez bien. Donc, fort de tous ces exemples historiques, des réflexions philosophiques, de ce que nous donne la doctrine sociale de l'Église,
de ce qu'on a un petit peu découvert ensemble, c'est-à-dire que cette distinction entre démocratie directe et démocratie représentative, de cette possibilité d'union entre les trois types de pouvoir, entre les trois typologies, je pense qu'on peut peut-être proposer quelque chose. Alors je ne proposerai pas un système clé en main, hein, parce qu'un système clé en main, c'est le début, le prélude au totalitarisme. Dieu m'en garde. Voilà, c'est juste une piste que je donne. Je ne reviendrai pas sur ce que dit Étienne Chouard, hein, parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Pour moi, il est essentiel d'institutionnaliser une forme originale d'organisation, hein, qui s'appuie sur les principes de la doctrine sociale de l'Église et les différents éléments. Je pense qu'on peut beaucoup s'appuyer sur tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau local, à travers le monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film Demain, il y a plein de choses intéressantes qui sont proposées. Il parle du cas de la Virbank en Suisse, je suis désolé, encore la Suisse, hein, où la Virbank en fait a mis en place un système de monnaie qui ne fonctionne qu'entre les entreprises qui font partie de la Virbank. Et c'est la monnaie qui fonctionne en circuit fermé et qui permet un fonctionnement impeccable, une bonne redistribution, un bon fonctionnement, un bon système entre les entreprises. En Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, il y a la ville de Totnes, qui a mis en place sa propre monnaie locale. Elle a même mis en place un billet de 21 livres. Voilà. Alors c'est rigolo parce que donc, dans le film Demain, ils en parlent et il dit à un moment, on s'est posé la question, c'est vrai, est-ce qu'on a le droit de faire ça, de créer une monnaie locale. Donc ils ont convoqué des experts et les experts ont dit, on ne sait pas, essayez, vous verrez bien. Puis ils l'ont fait et puis ça marche. Et donc, du coup, la monnaie elle fonctionne en circuit fermé et ça permet de maintenir une vie sociale, de maintenir une activité, de maintenir des gens dans des endroits, dans le sud de l'Angleterre, où sinon ils partiraient dans les grandes villes. Si on avait imaginé un système comme ça pour la Grèce, plutôt que de déverser dans le tonneau des Danaïdes de l'argent, en imposant qu'une partie de cet argent reste sur place dans un système fermé, on aurait sauvé la Grèce. Mais, bon, c'est pas le but. Encore faut-il expliquer ça clairement. Encore faut-il expliquer clairement, effectivement. À Détroit, aux États-Unis, hein, Détroit qui a connu une désindustrialisation violente, donc ils ont mis en place tout un système qui permet à tout le monde, tous ceux qui étaient encore là, de rester là, de ne pas partir. Donc l'Église nous enseigne que l'homme a été créé libre, à l'image de Dieu, pour Dieu, et appelé à devenir saint. Elle nous enseigne également que c'est un être corps et c'est un être, voilà, à la fois corps et âme, ce qu'on trouve dans toute la pensée chrétienne. Le principe proposé par Montesquieu de séparation des pouvoirs, à mon sens, porte les germes du totalitarisme. Si on sépare ce qui devrait en réalité être distingué, on s'apprête à démembrer le corps. Je rappelle, on parle du corps mystique du Christ, mais on peut parler du corps social aussi. Et si on sépare les choses, on démembre. Hein, on finit par couper les têtes, toutes celles qui les passent. C'est exactement ce qui s'est passé en 1789. Je rappelle, pour revenir en arrière, Aristote, il ne sépare pas. Hein, il ne dit pas que les différentes propositions qu'il fait sont opposées entre elles. Il les donne, il les énonce. Alors moi, je vous propose de m'appuyer là-dessus. Pour moi, c'est vraiment une piste. Un système qui intégrera à la fois la dimension monarchique royale, l'aristocratie, la démocratie directe, puisque je crois que j'ai compris que dans ce principe pur, c'est la démocratie directe dont on parle, et dans le principe dévié, c'est la démocratie indirecte, la démocratie représentative, excusez-moi. Enfin, qui sont tirés au sort pour un mandat limité. Tous les citoyens, tous les Français y participent. C'est ce qu'a dit Mélenchon pour la... Je pense que d'ailleurs, et par rapport à ça, ça nécessite un système éducatif, alors pas éducatif, excusez-moi, d'instruction qui soit au top niveau. Je pense que j'ai beaucoup de reproches à faire à la République, en particulier à la troisième, mais je crois que son projet d'instruction publique mérite d'être repris, amélioré, puisqu'il avait été fait surtout contre l'Église, mais hormis sa destination qui était intrinsèquement mauvaise, malgré tout, sa mise en œuvre, elle est intéressante. Et il faut pas tout rejeter en bloc. Moi, je pense que le système actuel où on nous parle d'éducation nationale, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas. Hein. Le rôle de l'école, c'est pas d'éduquer, c'est d'instruire. Et un État qui éduque, c'est la République de Platon, c'est les jeunesses hitlériennes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut imaginer. On entretient l'ignorance.
Au niveau intermédiaire, une aristocratie, avec un tirage au sort. Alors là je dis parmi les métiers, mais c'est à définir, c'est à imaginer. On associe aristocratie dans notre imaginaire à noblesse. Parce que bah, voilà, on a l'expérience, on a cette expérience-là. Mais la noblesse n'est qu'un cas particulier d'aristocratie. L'aristocratie, les compagnons du devoir sont des aristocrates de leur métier, certes, mais ce sont des aristocrates. Hein. L'aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs. C'est Volkov hein, qui dit pourquoi il est moyennement démocrate à un moment, dans son livre « Pourquoi je suis moyennement démocrate », il dit parce qu'intrinsèquement, la démocratie, elle tente à élire les meilleurs. Donc les meilleurs, c'est l'aristocratie. En tout cas, c'est son projet. C'est-à-dire que le projet de la démocratie représentative, finalement, un mot qu'il n'utilise pas, mais qu'on pourrait mettre, l'objet de la démocratie représentative, c'est le gouvernement d'une partie seulement de l'oligarchie. Donc intrinsèquement, la démocratie représentative, elle est viciée dès le départ. Le mot d'aristocratie, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Il ne faut pas que ça devienne des technocrates. Hein. Orwell, dans 1984, il nous dit, donc c'est le début de 1984, la nouvelle aristocratie était constituée pour la plus grande part de bureaucrates, de savants, de techniciens, d'experts en publicité, 1948, de sociologues, de professeurs, de journalistes et de politiciens professionnels. Voilà, tout est dit. Et puis enfin, tout en haut, un tirage au sort fait par la naissance, avec un roi qui soit une clé de voûte de l'édifice. Le pauvre Charles VI, dans sa folie, le royaume de France dans sa difficulté, personne n'a remis en cause le royaume de France parce que le principe qu'il représentait était plus fort que sa personne. Il était une clé de voûte du système. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Et d'une certaine manière, quand on choisit le dirigeant par la naissance, c'est une forme de tirage au sort. Donc on reste dans cette logique. C'est ce que dit Pascal. C'est ce que dit Pascal. Hein. Bah, des fois, il dit des trucs bien aussi, hein, tout janséniste qu'il était. Hein comme je disais tout à l'heure, 200 ans de démocratie athénienne sont globalement les moins riches qui ont gouverné en France. En 200 ans, c'est plutôt les plus riches qui ont gouverné. Ce sont les plus riches qui ont gouverné, c'est même pas les plutôt, ce sont les plus riches. Et ce sont eux qui se sont révoltés contre l'Église, contre le roi. Ils ont décidé comment répartir le pouvoir entre eux. Hein. Et on les a laissés faire. Parce que si on avait eu 10 Vendées, ils auraient disparu, ces braves personnes. Hein. Excusez-moi. J'arrive à la conclusion. Ah, je suis un statisticien, alors j'ai mis sous forme statistique mon texte. Ça me semble capital de rappeler qu'on doit toujours garder cet esprit ouvert. Hein. C'est vrai qu'on nous a inculqué des choses là pendant 200 ans et puis c'est bien ancré dans nos pensées. C'est difficile de sortir de ça. Et je crois vraiment avoir trouvé ce point d'achoppement de cette démocratie directe, cette démocratie représentative, qui sont vraiment les deux pendants qu'Aristote avait définis et qu'on nous cache. C'est-à-dire qu'on ne nous en parle jamais, c'est un sujet. On ne dit jamais que la démocratie, ça peut être mauvais, c'est forcément bien. Hein. Le seul qui dit que la démocratie, ça peut être mauvais, c'est Churchill, en disant c'est à l'exclusion de tous les autres. Okay. Fin de la discussion. On peut critiquer les oligarchies, on peut critiquer le système tyrannique, on peut même critiquer la royauté, hein, on entend souvent parler. Par contre, critiquer la démocratie, jamais, c'est impossible. C'est un crime de lèse-majesté, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, je suis désolé, hein, je n'ai fait que ça pendant 1h30, presque 2 heures. Mais pour moi, cette démocratie représentative, elle est vraiment la version déviée de la démocratie directe. C'est le système dans lequel on vit depuis 1789. C'est-à-dire que dès le départ, on vit dans un système qui est vicié, dévié. Enfin, dès le départ de la République. Hein, parce que la France, elle est née en 496 sur les fonds baptismaux de Reims. Je suis persuadé que ces trois systèmes, les trois niveaux dont parle Aristote peuvent cohabiter entre eux. Et d'ailleurs, quand on regarde la monarchie française, l'histoire de la monarchie française, c'est exactement ça. Quand je parle de la République des Escartons, on est dans un système démocratique. Et la démocratie, elle existait au niveau des corporations. Hein, j'en ai peu parlé, ou pas, j'ai pas du tout parlé des corporations, mais j'aurais pu. Tout ça, ça a fonctionné, ça a existé.
On a eu une aristocratie qui a eu ses torts, mais qui a fonctionné, qui a permis au système de fonctionner. C'est le prince Jean, quand il est venu à Grenoble il y a une dizaine d'années, qui parlait de son grand-père en Allemagne, donc aux côtés de sa mère, et il disait qu'il y avait un véritable respect pour son grand-père de la part de la population. Roger Moore, qui est décédé il n'y a pas longtemps, alors il n'était pas aristocrate, mais par contre il a joué dans une série, Amicalement Vôtre, et quand il rencontre des gens qui sont finalement qui sont sous son autorité, il y a un vrai respect. Donc s'il y a un vrai respect, si on respecte quelqu'un, c'est que cette personne est respectable. Donc l'aristocratie, la noblesse, avec ses défauts, elle a été, on va dire, quand même globalement respectable. Et donc le roi qui a été notre dirigeant pendant plus de 1000 ans. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. On sait donc notre démocratie représentative, elle est déviée. On a un système oligarchique. Hein. On a eu sous la Première République les Jacobins, sous la Troisième, la Quatrième République, la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, on n'a pas